J'aimerais vous dire, il faut agir, il faut mettre une loi en place. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y aura toujours des gens qui ne voudront pas, et je pense que c'est là où la décision passe au domaine politique. C'est une décision qui tranche. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Matteo Mirolo, merci d'être là. Tu es déjà venu Matteo? Oui, je suis un peu un revenant avec, ici, super. Content d'être de nouveau parmi vous. Matteo, tu étais venu nous voir sous une autre casquette, et désormais tu es... Responsable des politiques et de la stratégie pour les traînées de condensation chez Breakthrough Energy. Traînées de condensation, c'est le thème du jour. Ce sont ces nuages blancs, ces fins nuages blancs qui se forment derrière un avion, qui peuvent se former, qui ne se forment pas toujours. Donc, derrière ces moteurs, plus précisément, on va vraiment bien expliquer, essayer de bien expliquer comment ces traînées se forment, ou pourquoi elles ne se forment pas, puisque l'enjeu, c'est un enjeu climatique, c'est un enjeu environnemental. Après de longues années, voire décennies d'études, on s'est rendu compte que oui, les traînées de condensation ont une influence défavorable sur le climat. Et que c'est un des impacts, une des conséquences de l'aviation. Deux mots sur ton travail. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sans entrer dans trop de détails, mais quand même, Breakthrough Energy, qu'est-ce que c'est? Sur quoi travaille ton équipe? Et quel est ton travail? En quelques mots, et puis on développera un petit peu plus tard. Absolument. Donc moi, comme vous l'avez rappelé, j'étais ici d'une autre casquette. J'ai passé 4 ans chez Transport Environnement, une ONG environnementale. Et au bout de ce cycle politique qui s'est achevé par le vote sur un gros mandat de carburant durable à Bruxelles, je me suis dit où est-ce que je pourrais avoir le plus d'impact, et c'est justement le sujet des traînées de condensation qui m'a le plus intéressé. Donc j'ai rejoint ce groupe de recherche à l'intérieur de Breakthrough Energy, qui est une fondation climatique qui travaille donc sur tous les enjeux de réduction du réchauffement climatique, notamment dans le transport et dans l'énergie. Et ce groupe de recherche travaille sur le fait de atténuer l'impact de ces traînées de condensation sur le climat. Tu disais, bon, après la période de transport et environnement, tu dis qu'est-ce que je pourrais faire? Pourquoi les traînées de condensation ont-elles retenu ton attention? Parce qu'on a un mot, je pense que c'est déjà la face cachée de l'iceberg en ce qui concerne l'impact climatique de l'aviation. Donc déjà, c'est fondamental de s'y intéresser, parce que si on ne comprend pas ce que c'est les traînées de condensation, on ne peut pas vraiment avoir compris ce que c'est l'impact climatique de l'aviation. Et le deuxième élément, parce qu'avec un problème, il y a toujours une solution, c'est que c'est probablement la solution la plus économique qui existe aujourd'hui dans le monde entier pour avoir un vrai impact sur le climat. Donc je pèse mes mots, c'est vraiment quelque chose qui est absolument, incroyablement intéressant de ce point de vue-là, parce que peut-être pour l'une des premières fois, on peut avoir une très mauvaise nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a un gros impact climatique qu'on n'avait pas pris en compte, et en même temps, juste après, une très bonne nouvelle, c'est qu'il y a une façon de réduire cet impact-là, et qu'en plus, ça coûte pas cher. Alors attention, c'est très compliqué, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui y travaille. Je ne veux pas donner l'impression aux viewers que c'est facile et que tout d'un coup on s'est réveillé et on a trouvé une solution. C'est compliqué, mais par contre il faut avoir la solution dans le viseur, et c'est exactement ce qu'on fait chez Breakthrough. Tu disais que c'est la face cachée, immergée de l'iceberg. On dit que l'impact du transport aérien, c'est 2,5, 3, 4, 5%. Et ça, c'est la face visible. Donc, la face invisible, celle qui est immergée, donc c'est nettement plus que ces 3 ou 4%. C'est là qu'on commence à rentrer dans les complexités. Mais si on commence par la partie simple, après on rentre dans le complexe. La partie simple, c'est que oui, il est probable que les effets non CO2, qui englobent les traînées de condensation, donc non CO2, comme son nom l'indique, ce qui ne concerne pas le CO2, représente jusqu'à 2/3 de l'impact climatique de l'aviation, c'est-à-dire 2 fois plus que le CO2. Ça, c'est des chiffres qui viennent du dernier rapport de l'Agence européenne pour la sécurité aérienne, l'EASA, ou l'AESA en français, qui nous ont dit ça dès il y a quelques années. Je crois que c'était 2020. La complexité, c'est qu'on n'est pas en mesure aujourd'hui de faire une conversion évidente entre non CO2 et CO2. Pourquoi? Et on va en parler quand on a expliqué la physique derrière, mais c'est que le CO2 reste dans l'atmosphère pendant plusieurs milliers d'années. Les traînées de condensation se dissipent au bout de quelques heures. Donc si vous voulez, on sait que ces traînées de condensation ont un énorme impact sur le climat. C'est comme une couverture que vous mettez sur vous la nuit et qui vous réchauffe, on expliquera pourquoi, mais par contre, on ne sait pas exactement dire combien ça représente en équivalent CO2. Et donc, c'est cette marge d'incertitude qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas mettre un chiffre exact, mais on sait qu'il y a quelque chose qui est très gros derrière tout ça. Je suis désolé de ne pas être précis, c'est difficile de l'être en fait. Si on n'est pas scientifique soi-même, mais qu'on s'intéresse quand même à l'environnement, au climat, on a l'impression que, oui, il a toujours été question de CO2, un peu de méthane, mais quand on découvre qu'il y a des effets majeurs, des effets considérables
hors CO2 et que ces effets sont d'un ordre de grandeur comparable à celui du CO2. Oui, quand tu disais il y a une très mauvaise nouvelle, qu'on ne prenait pas, et encore une fois, il peut y avoir une bonne nouvelle avec une solution, c'est choquant. Choquant au sens... oui, choquant sur le problème, choquant aussi sur la solution, entre guillemets, choquant dans le sens positif. Et c'est un peu la dynamique qui a été la mienne, c'est d'apporter peut-être un peu un vent de fraîcheur. Il y a beaucoup de scientifiques qui ont travaillé sur ce sujet depuis au moins 20 ans. Force est de constater que ce sujet est difficilement monté dans l'opinion publique et même au niveau de l'industrie aéronautique parce que c'était beaucoup dans le labo qu'on faisait ça, finalement, dans les universités. Mon objectif, c'est celui de faire en sorte qu'on en parle plus, mais qu'on en parle bien. Mon objectif, c'est vraiment celui d'arriver à résoudre l'impact climatique de l'aviation. Je suis passionné d'aviation, on est entouré de maquettes ici, ça c'est mon univers. Mais ce qui dit que c'est mon univers dit aussi qu'il faut s'attaquer aux problèmes, il ne faut pas les mettre sous le tapis. Or, c'est ce qui s'est passé depuis des années. On ignorait ces effets non CO2 et ces traînées de condensation aussi parce que ça nous arrangeait de les ignorer. Finalement, tant que le problème n'est pas connu, on n'a pas besoin de travailler sur une solution. Donc, ce que je veux, c'est qu'on en parle, mais qu'on en parle de la bonne façon, avec une bonne méthode scientifique, et donc qu'on fasse les choses comme il faut. Cette industrie aéronautique marque les esprits par la qualité des gens qui y travaillent, par le niveau de rigueur, d'exigence. Moi, j'aimerais qu'on amène exactement ce même niveau de rigueur et d'exigence quand on parle de décarbonation et de travail climatique sur l'aviation. Et effectivement, ces traînées de condensation et ces effets hors CO2 viennent sur le devant de la scène, en tout cas du côté de la presse professionnelle que nous connaissons bien, sont venus sur le devant de la scène il y a environ 2 ans. Et oui, ça va devenir de plus en plus important. Je pense qu'on va en parler de plus en plus, pas seulement dans les médias professionnels. Mélène 208 qui nous dit « Contrail référencé comme nuage depuis 2017 par l'Atlas international des nuages avec 2 noms, Cirrus homogenitus, je ne connaissais pas, et Cirrus aviacus. Quel est le nom exact selon votre invité ?» Alors AV MLN 208, mes cours de latin remontent un petit peu trop longtemps pour donner une réponse exacte là-dessus, mais ça nous donne une très bonne occasion d'expliquer comment ces traînées se forment. Volontiers. Qu'est-ce qu'on trouve dans une traînée ? Imaginons qu'on soit, qu'on flotte, qu'on soit capable de voler, qu'on soit capable de se trouver dans une traînée de condensation, en supposant qu'on puisse respirer. Qu'est-ce qu'on verrait ? Qu'est-ce qu'on trouverait dans cette traînée de condensation ? Très bonne question. Une traînée de condensation, c'est un nuage anthropomorphique, je crois qu'on dit, créé par l'humain, qui n'existerait pas sans l'intervention humaine. Ça correspond à un cirrus, donc un nuage de haute altitude, et on le verra après dans les images. Vous le voyez très souvent. Je suis sûr que là, vu qu'il y a un anticyclone, à mon avis, qui traverse la France, vous pouvez sortir, regarder dans le ciel, et vous verrez peut-être probablement, ces fameuses traînées, donc ces espèces de longues, de nuages très longs qui se forment à l'arrière de l'avion, et quand ils restent dans l'air pendant plusieurs heures, ils peuvent après prendre des formes un peu plus étendues. Tant et si bien qu'on peut même les confondre avec des nuages naturels, entre guillemets. Donc là, la photo qu'on voit, c'est la formation d'une traînée, mais on n'a pas vraiment d'indication si elle est persistante ou pas. C'est-à-dire puisque ça peut se dissiper rapidement, quelques secondes, dizaines de secondes, et puis ça peut persister. Mais il faut absolument que j'explique comment ça se forme, parce que sinon on va perdre le fil. Je pense que il faut revenir au carburant. Le carburant qui est d'ailleurs au centre de tout le travail et toute la réflexion sur l'impact climatique de l'aviation, parce que c'est pas l'avion lui-même qui pollue, c'est la combustion du kérosène, on est d'accord. Mais il y a un composant dans le carburant fossile qui s'appelle le composant aromatique. Ce sont des molécules d'hydrocarbures, donc hydrogène, carbone, enfin c'est la molécule de kérosène, on va dire, pour lesquelles le lien entre les atomes de carbone sont multiples. Donc finalement, si on simplifie, quand la combustion de ces molécules se fait dans le carburéacteur, la combustion est imparfaite et génère donc des suies. Des suies comme celles qu'on voit dans une cheminée. Voilà. Donc vous voyez ce que c'est. La suie, c'est du carbone. Pour bien sûr, la suie, elle vient des composés aromatiques. Elle vient de la combustion imparfaite des composants aromatiques. Des composés aromatiques. Et donc, dans le plume, comme on dit en anglais, donc le jet qui sort du carburéacteur, on retrouve ces suies, ces particules de suie, qui réagissent avec l'atmosphère. Alors comment elles réagissent ? Ça dépend des conditions atmosphériques, mais dans un contexte de forte humidité et de faible température, la vapeur d'eau va se condenser autour de ces particules de suie, va geler et va donc créer un nuage qui peut persister ou non. La définition de si ça persiste ou non
dépend vraiment de ces conditions atmosphériques. Donc si soit ça se dissipe, c'est-à-dire qu'en gros les particules tombent, ou bien les conditions qui généraient le nuage ne sont plus là, soit elles sont là. Et ça dépend de conditions météorologiques. Mais pour être très clair, parce que j'ai vraiment envie qu'on comprenne bien, donc combustion imparfaite des aromatiques, création de suie qui est donc dissipée derrière l'avion, réaction de cette suie avec la vapeur d'eau à la fois issue de la combustion et en même temps la vapeur d'eau naturellement présente dans l'atmosphère. La vapeur d'eau qui va se condenser autour des particules, geler et créer ce nuage. Et là, on a une traînée de condensation. Est-ce qu'on peut dire que la suie et la particule de suie sert de noyau à la condensation? C'est un terme que j'ai déjà entendu. Oui, bien sûr. Noyau, d'accord. Absolument. Et c'est le cas d'ailleurs pour la plupart, pour les nuages en règle générale. Il y a toujours un noyau autour de ça. Est-ce que dans l'air que traverse l'avion, il peut y avoir déjà des particules, indépendamment de la suie, des particules de suie, qui peuvent servir de noyau, des particules qui seraient naturellement présentes, et qui serviraient de noyau à la condensation de cette eau émise lors de la combustion? Absolument, et c'est pour ça que c'est très compliqué. C'est une science qui, quand on s'y intéresse, devient extrêmement complexe, et là sort largement de mon domaine de compétences, et on rentre vraiment dans le domaine de recherche pure fait au MIT, à Cambridge, à Imperial College et dans pas mal d'universités mondiales maintenant. Donc il y a effectivement, on pourrait imaginer un avion qui ne crée pas où il n'y a pas de combustion d'hydrocarbures, même par exemple un avion hydrogène pourrait créer des traînées de condensation parce qu'il y a une réaction entre cette grande quantité de vapeur d'eau émise et les particules naturellement présentes dans l'atmosphère. C'est un sujet qui évidemment intéresse beaucoup Airbus parce que ça fait ou ça défait l'avion hydrogène, mais aujourd'hui on n'est pas encore en mesure de comprendre exactement, mais les indications préliminaires iraient dans la direction où les traînées seraient moins persistantes, donc ce serait moins un problème que dans l'avion qui fonctionne au kérosène fossile. Par tu as des super infos sur les premières indications données par les tests en cours chez Airbus. Je ne connais pas les tests chez Airbus, mais j'entends dire, là c'est peut-être plus de façon anecdotique, mais il y a certainement beaucoup de recherches qui est faite dans ce domaine-là. Il y a encore une incertitude, mais visiblement les premières indications vont plutôt dans le bon sens. Alors MLN 208 dit, en règle générale, un contrail se forme au-dessus de 8000 mètres avec une hygrométrie dépassant 68% et une température de moins 40 degrés Celsius. Donc c'est ce qu'on appelle en anglais... C'est les conditions nécessaires. Oui, absolument. Et ça nous amène aussi, et gardez ça dans un coin de votre esprit, je vous ai parlé de variables. Je vous ai parlé de température, d'hygrométrie. MLN 208 ajoute, et c'est d'ailleurs un corollaire de cette hygrométrie et cette température, une question d'altitude. Tout ça indique aussi que tout ça, c'est les ingrédients qui nous permettent de prédire où les traînées de condensation vont se former. Et effectivement, bonne nouvelle pour ceux d'entre vous qui volent avec des turbopropulseurs. Un turbopropulseur qui vole à 18 000 pieds ou 20 000 pieds ne génère pas de traînées de condensation. Il faut être au-dessus d'une certaine altitude. Donc pareil pour l'aviation générale. Bonne nouvelle, vous ne faites pas partie de ceux qui génèrent ces traînées de condensation. Et on pourrait dire la même chose au-dessus d'une certaine altitude, au-dessus de, je pense, 44 000 pieds, c'est plus difficile aussi d'en trouver. Alors, une autre précision de Franck May, le fait qu'il y ait des particules susceptibles de servir de noyau signifie que même une pile à combustible tournant à l'hydrogène pur et fournissant de l'eau pure pourrait créer des traînées de condensation. Je suis heureux de voir que les pontes parmi vos viewers confirment mes propos. Donc oui, j'aimerais peut-être donner un élément de contexte. Je ne suis pas scientifique. Ça veut dire que je fais de mon mieux pour comprendre et pour expliquer comment ça fonctionne. Mon travail va bien au-delà et on va en parler après. Donc j'aimerais que vos viewers comprennent que l'état de l'art de la science doit être trouvé dans les articles scientifiques, dans les travaux des universitaires dont je pourrais d'ailleurs parler. Donc je ferai de mon mieux pour expliquer dans la mesure de mes capacités scientifiques. Je suis content qu'on ait l'intervention aussi de personnes un peu plus éminentes scientifiquement que moi pour ajouter aussi du contenu. C'est l'esprit de collaboration qui est celui de Jumpseat, je pense. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi il faut éviter la formation de ces traînées de condensation? Alors c'est vrai, vous avez raison, on a parlé de la formation des traînées, on pourrait s'en arrêter là et dire que c'est joli, ça fait une belle photo Instagram. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a d'autres photos qu'on pourra montrer, mais ça fait des beaux résultats. Où est le problème? Le problème vient de la réaction de ces traînées de condensation par rapport à la chaleur émise par la Terre et, dans une certaine mesure, par le Soleil. Il faut que vous vous imaginiez le concept de gaz à effet de serre. C'est le concept de base pour le CO2. C'est pour ça que le CO2 est problématique. J'aimerais que vous vous imaginiez dans votre tête aussi le concept d'une couverture.
Donc, quand une traînée de condensation se forme, elle isole en quelque sorte, elle ajoute une couche d'isolation supplémentaire dans l'atmosphère qui fait que les radiations terrestres, donc cette chaleur émise par la Terre, au lieu de se dissiper et de sortir finalement de l'atmosphère, elle doit rester confinée parce que ces nuages anthropomorphiques, ces traînées de condensation, ces cirrus de haute altitude vont absorber la chaleur émise par la Terre et donc créer ce gaz, enfin cet effet de serre dont on parle depuis des années et dont tout le monde a entendu parler. Donc c'est un peu comme si la nuit, j'avais une couverture sur moi. C'est pas la couverture en elle-même qui chauffe, c'est l'isolation qu'elle amène et qui empêche la chaleur de mon corps de se dissiper. Enfin, c'est le concept d'une couverture. Je vous ai parlé du soleil et les plus perspicaces d'entre vous auront suivi aussi que ce qui est le cas pour la chaleur émise par la Terre est aussi le cas pour la chaleur émise par le soleil. Donc effectivement, les traînées de condensation peuvent aussi amener à bloquer, un peu comme un parasol, un peu comme finalement, oui, pas de meilleur mot qu'un parasol, peuvent bloquer ces radiations solaires. Alors oui, c'est vrai qu'il y a certains moments, et on le verra tout à l'heure quand on rentrera encore plus dans le détail, qu'il y a des moments où les traînées de condensation peuvent avoir un effet neutre. C'est-à-dire qu'elles bloquent les radiations solaires, elles bloquent également les radiations terrestres, ça, on va dire, ça s'égalise. Voire même, ça peut refroidir l'atmosphère. Mais sauf que le soleil, il n'éclaire que la moitié de la journée, à l'équinoxe en tout cas. Ça veut dire que la nuit, vous n'avez pas de soleil, donc vous n'avez pas de radiation solaire à bloquer. Vous n'avez que des radiations terrestres à bloquer. Donc, de nuit, on est certain aujourd'hui que ces traînées de condensation ont un effet réchauffant. Ce qui fait que, au total, l'effet net est réchauffant. Simplement, il faut rentrer dans cette granularité et dire que parfois, certaines traînées de condensation peuvent être refroidissantes ou neutres, mais dans leur majorité, quand on regarde l'effet, le forçage radiatif, qui est le mot que les climatologues utilisent pour parler de l'impact de phénomènes, en l'occurrence humains, sur la température terrestre, ce forçage radiatif, en net, il est positif par rapport aux traînées de condensation. Voilà. Et effectivement, c'est relativement récemment qu'on est arrivé à cette conclusion que l'effet net est défavorable, que l'effet net est réchauffant. Et pendant longtemps, dans des différentes conférences aéronautiques, j'ai entendu parler des recherches sur les effets des traînées de condensation et des nuages persistants qu'elles créaient. Et pendant longtemps, on ne savait pas. On savait qu'il y avait un effet réchauffant, un effet plutôt rafraîchissant, et on ne savait pas lequel l'emportait, si tant est que l'un des deux l'emportait. Et effectivement, ce bilan net, on le sait avec certitude qu'il est défavorable depuis il y a 2 ans environ. Peut-être un peu plus, mais bon, c'est relativement récent. Par rapport à ce qu'on sait sur le CO2, c'est relativement récent. Et là, c'est là que j'aimerais amener deux perspectives qui, pour moi, doivent être en parallèle et doivent être aussi un fil conducteur de notre discussion. La première, c'est qu'on sait ça depuis récemment parce qu'il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites et qui, petit à petit, par petits pas, amènent à avoir plus de connaissances. C'est le principe de la recherche scientifique, mais aussi, et permettez-moi de le dire, parce qu'on n'a pas forcément vraiment eu intérêt à en parler. Qui dit traînée de condensation, qui dit réchauffement climatique supplémentaire, dit encore une mauvaise nouvelle pour le secteur aérien. Donc c'est une vérité qui dérange de plus. Il y a un élément politique, évidemment. Élément politique sur lequel il ne faut pas forcément s'apesantir parce qu'on rentre après dans des considérations qui sont presque plus dans le domaine de l'anecdote ou de l'opinion personnelle. Mais en tout cas, peut-être qu'on pourrait se dire qu'il y a un aspect, je dirais, technoscientifique qui est important. Parce que oui, il y a la science, mais après, il y a toute la mise en place de cette science. Il y a un coût, il y a une logistique, et tout ça, ça nous amène à pourquoi peut-être on n'a pas vraiment beaucoup travaillé dessus ces dernières années. Est-ce qu'on peut même dire qu'on ne devait pas le faire. Voilà. Est-ce qu'on peut même dire un aspect techno-économique ? Tu parlais de coût, il y a l'aspect économique. Absolument, oui, c'est ça. Et c'est peut-être la bonne façon sans rentrer dans le débat politique, un peu presque politicien, c'est une bonne façon de se dire, il y a la science, il y a la mise en application de la science, et ces deux ne vont pas forcément toujours ensemble aussi facilement. Il y a de nombreuses contraintes qui vont bien au-delà du laboratoire des scientifiques, et c'est de ces contraintes dont je m'occupe aujourd'hui. Voilà, c'est ça ton métier en fait, c'est ça ton métier. Voilà, c'est mon métier qui repose sur le fait d'avoir toujours d'être toujours guidé par la science. Alors, science que je ne fais pas moi, comme j'ai dit tout à l'heure, mais dont je me tiens très proche parce que je travaille avec des scientifiques vraiment dans mon équipe. Et en même temps, il faut pas être naïf. Il y a des considérations, comme on disait, techno-économiques et politiques qui sont fondamentales parce que si on ne les prend pas en compte, on ne peut pas s'étonner qu'aujourd'hui, on soit encore à avoir un énorme impact non CO2 tous les jours des avions sans que finalement, on n'ait aucune vraie atténuation qui soit mise en place aujourd'hui.
Dans Le Grand Cirque, le roman de Klosterman, Klosterman estimait que les traînées de condensation apparaissaient vers 9000 mètres. À l'époque, il volait sur Spitfire. Et alors, c'était pas un avion à réaction, évidemment, c'était un avion à hélice. Hein. C'est très intéressant comme remarque parce que ça nous montre si... j'imagine, quand est-ce que ce livre a été écrit, Le Grand Cirque ? Avant la fin de la guerre. Et il a de la Seconde Guerre mondiale, voilà. Donc ça veut dire qu'à l'époque, on savait déjà ce que c'était une traînée de condensation, en tout cas on pouvait l'observer, sans doute on savait peut-être même comment elle se formait. Alors évidemment, on n'avait pas une idée de l'impact climatique, ou en tout cas ça ne nous intéressait pas. Pour le dire plus positivement, ça montre à quel point ce travail a besoin de collaboration. On a vraiment impérativement besoin de coopérer plus. Même, par exemple, les Spitfire, c'est un domaine militaire. Les militaires, les météorologues militaires connaissent l'existence des traînées de condensation parce qu'un avion qui a besoin d'être furtif, ou en tout cas de ne pas être détecté, ça ne l'arrange pas d'avoir une traînée de 50 km derrière. Donc, tout ça montre qu'en fait, il y a des connaissances. Il faut juste les rassembler. Et c'est un peu l'objectif aussi. Donc, il y a la considération scientifique, il y a la considération techno-économique et il y a la considération, finalement, de coalition. Arriver à rassembler les gens que ça intéresse, un peu comme vous le faites aujourd'hui d'ailleurs. Comment arriver à créer plus d'engouement pour ce sujet et rassembler différentes compétences. C'est un peu aussi ce dont je m'occupe. Rassembler les connaissances et les compétences. Tu es réserviste militaire, c'est bien ça ? Est-ce que tu veux nous en dire 2 mots ? Et est-ce que tu peux aller, entre guillemets, pêcher des connaissances qui seraient chez les militaires ? Je suis effectivement réserviste opérationnel dans l'armée de l'air et de l'espace. Sujet passionnant parce que je pense que les armées ont énormément à apporter sur tout l'état de l'art des connaissances scientifiques, étant donné les compétences qui y résident. Ça fait pas longtemps que je suis là, donc j'ai du mal encore à en parler avec une certaine autorité parce que je connais pas encore très bien. Je suis plutôt dans une phase d'apprentissage, mais j'ai déjà eu des conversations passionnantes avec des gens qui font de la planification, avec des météorologues, qui me montrent qu'il y a énormément de connaissances qui sont stockées finalement dans ce domaine-là. Finalement, l'armée de l'air, c'est bien un endroit où il y a des passionnés d'aviation, donc des gens que ça intéresse de comprendre mieux. Et voilà un bon exemple de comment ce type de coopération pourrait être utile aussi dans la lutte contre le réchauffement climatique et appliqué aussi à l'aviation civile. Alors, les militaires, eux, ça fait de nombreuses années qu'ils travaillent sur les traînées de condensation, mais pas pour des raisons environnementales. C'est vraiment pour se camoufler, c'est-à-dire que les contrôleurs aériens savent faire éviter les zones aux avions dans lesquels les traînées de condensation se matérialisent, parce qu'il est très difficile de repérer visuellement un petit point qui se déplace dans le ciel. En revanche, s'il est suivi d'une traînée qui fait des kilomètres et des kilomètres, là, c'est facile de le repérer. Hein. Je reste dans le domaine militaire. J'avais entendu parler justement d'avions faits pour être particulièrement furtifs, notamment le U2, le U2, qui paraît-il avait un petit rétroviseur pour surveiller l'éventuelle formation de traînées de condensation dans son siège. Et le pilote pouvait justement adapter son altitude pour éviter la formation de ces traînées. Là, tu viens de donner finalement tous les ingrédients de la solution, parce qu'effectivement, on a parlé du problème, mais l'évitement des traînées, c'est bien ça, c'est-à-dire savoir où les traînées de condensation se forment, parce qu'on sait pourquoi elles se forment, donc tous ces aspects à la fois liés à la combustion du carburant et à la physique de l'atmosphère, et pouvoir donc prédire et éviter. Voilà, je ne connais pas encore assez le domaine militaire pour savoir exactement ce qui s'y fait et ce qui s'y fait pas. Et d'ailleurs, je suis certain qu'il y a une partie qui dépend du domaine réservé ou du domaine confidentiel, que ce soit pour l'armée de l'air française ou pour toutes les armées dans le monde, parce que ce sont des domaines tactiquement importants. Mais voilà, je pense que c'est un domaine qui mérite d'être exploré et qui pourrait amener à vraiment une coopération très, très utile dans le domaine civil-militaire. MLN 208 qui rappelle ou qui nous précise que dans les métars, alors le métard c'est les messages météorologiques d'observation à destination donc des pilotes. Donc dans le métard, il y a le terme COTRA qui veut dire Condensation Trails Aloft. Donc ça veut dire que aujourd'hui ça fait partie de l'environnement du pilote. La traînée de condensation. Et cette remarque me fait aussi penser à un autre aspect que je trouve important, c'est que vous voyez, pour vous, c'est intéressant pour beaucoup des pilotes qui nous suivent aujourd'hui, c'est pas une nouveauté. Alors peut-être l'aspect climatique l'est, peut-être l'aspect évitement l'est, mais c'est pas une nouveauté. Ça, je trouve ça fascinant parce que vous allez dans n'importe quelle conférence avec des spécialistes de la question climatique ou de l'industrie aéronautique. Il y a quelques années, pour eux, c'était une nouveauté. Donc vous voyez comment pour un pilote ça ne l'est pas. Le pilote se disait voilà, je sais ce que c'est. C'est peut-être intéressant quand je vole. Voilà, je le vois dans le ciel. Peut-être que ça me donne un repère, mais
n'en faisait pas grand-chose nécessairement. Pour moi, c'est un bon exemple de comment on est en présence d'un sujet où c'est fondamental d'associer aussi plus les pilotes. Alors ça, c'est un de mes maîtres mots, c'est que je ne veux pas que la solution dont on parlera tout à l'heure en détail soit une solution top-down, que ce soit une solution qui vienne d'en haut. Voilà, une solution faite par les décideurs politiques ou faite par les grands pontes de l'industrie et qui s'applique à tout le monde. Il faut que ce soit quelque chose qui vienne aussi du bas, entre guillemets, pas le bas dans le sens hiérarchique, mais qui vienne aussi de l'utilisateur, qui vienne du cockpit. Moi, en tant que passionné d'aviation, c'est aussi peut-être plus facile pour moi que pour d'autres d'aller voir des pilotes et de leur parler avec la même passion qu'ils ont. Tu vois une traînée de condensation, qu'est-ce que ça te fait ? Qu'est-ce que ce serait pour toi de l'éviter ? Quelles sont les contraintes ? Et moi, j'essaie de construire une solution qui puisse vraiment partir de l'utilisateur. Un peu comme quand on design ou on dessine un nouveau produit, on se dit pas les gens vont avoir besoin de ça. On se dit non, on prend un retour client, on essaie de comprendre vraiment la logique de l'utilisateur et après on dessine quelque chose qui va convenir. C'est un peu l'idée, c'est presque du design, on design une solution. Une remarque de K.O. Croco. Comment disparaissent ces traînées ? Est-ce par précipitation ? Parfois, je remarque que ces traînées disparaissent d'elles-mêmes dans le ciel. Je me demande donc combien de temps elles durent et comment elles évoluent dans leur petit cycle de vie. Alors, c'est très variable et je pense que la carte qu'on montrera peut-être tout à l'heure pourra aussi donner un peu une impression. Il y a un effet des vents qui font que les traînées ne restent pas évidemment... exactement, qui n'épousent pas la trajectoire de l'avion et qui finissent par changer. Et donc, ça peut amener aussi à une précipitation. Le fait qu'elle dure quelques minutes, quelques secondes, quelques minutes et quelques heures dépend vraiment des conditions atmosphériques du moment. Dans la nuance de la physique de l'atmosphère, ça dépasse mes connaissances, même si j'aimerais vraiment mieux comprendre ça. Donc, c'est aussi quelque chose que je me mets dans ma propre liste de choses à faire, c'est de mieux comprendre vraiment la fin de la traînée. Donc, très bonne question. Un petit mot pour la team replay. Donc, si vous nous regardez après l'émission, si vous nous regardez en différé, comme on disait avant, si vous regardez en replay, par exemple sur YouTube, bien sachez que nous sommes en live tous les mardis à midi, et ainsi que tous les vendredis à 18h. Ça, c'est de lâcher solo, et un jeudi sur 2 à 20h. On c'est revient ça. au cœur de notre sujet, les traînées de condensation, ces fins de nuages blancs qui peuvent se former derrière les avions, derrière les réacteurs. 0K dit le cycle de vie d'une traînée est celui d'un nuage classique. Ça me donne une piste là où commencer pour mieux comprendre justement cette fin de vie. Peux-tu nous parler de ton équipe, donc l'équipe Contrails, l'équipe traînées de condensation chez Breakthrough Energy, cette fondation? Combien de personnes, quels sont les profils, qu'est-ce que vous développez? Alors c'est très simple, je suis le seul non-scientifique dans cette équipe, ce qui est très intéressant d'ailleurs en termes presque plus philosophiques, de comment, ça m'amène à beaucoup de réflexions sur comment améliorer le passage de connaissances, comme on dit pour les pilotes, le cockpit resource management, donc cette interaction entre copilote et pilote, entre scientifique et non-scientifique dans un même cockpit, entre guillemets, métaphoriquement. Donc mon équipe est faite de beaucoup de développeurs informatiques finalement, parce que ce que fait Breakthrough, à part en parler comme je fais aujourd'hui, c'est surtout de développer une solution de prédiction, de prévision, on pourrait dire peut-être en meilleur français, des zones où vont se former les traînées de condensation. Information qui est transmise à des flight planners, à des planificateurs de vol, comme Lido, Flight Keys, etc. CAE, il en existe de nombreux et je les connais d'ailleurs pas tous. Donc ça, les planificateurs de vol, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le métier, oui. Ce sont des entreprises qui aident les compagnies aériennes ou les pilotes. Oui, le planificateur de vol, finalement, c'est ce que fait un pilote VFR avant son vol, mais appliqué à une compagnie aérienne qui n'a donc pas, qui, pour des raisons d'efficience, n'a pas forcément le temps à accorder à ses équipages pour préparer chaque vol entièrement. Donc finalement, c'est une simplification de la tâche qui est faite par une entreprise qui agrège, en plus avec ce qu'on appelle le digital flight bag, donc le fait qu'il n'y ait plus besoin d'avoir cette grosse mallette et tout, tout est sur un iPad, qui agrège les cartes, des nombreuses données liées à l'index de coût que la compagnie veut appliquer au vol. Donc c'est fait en grande synergie avec une compagnie et le produit final, c'est un plan de vol tout simplement. Donc le flight planner, le planificateur de vol, crée un plan de vol qui après sera ajusté par le contrôle aérien si nécessaire et tactiquement dans le cockpit, comme vous savez tous, pour les pilotes qui nous suivent, voilà, il y a des décisions qui doivent changer en fonction de différents paramètres. Mais ce plan de vol est créé en amont du vol et de façon tout à fait automatisée, en intégrant énormément de paramètres qu'un pilote privé n'a pas du tout la capacité même cognitivement de faire en même temps. Ton équipe
est en relation avec ou souhaite être en relation avec les Oui, planificateurs. mon équipe l'est déjà, c'est-à-dire que ce que crée Breakthrough, c'est donc cette prévision des traînées de condensation avec un API, donc un outil informatique qui permet à l'utilisateur, en rentrant des données, d'obtenir déjà cette prévision sur mesure, entre guillemets. Cet outil, je pense que tout sera dans le chat ou par la suite, mais s'appelle PyContrails. Contrails comme traînée de condensation en anglais, et Py qui est la première partie de Python, parce que c'est le langage qui est utilisé, donc c'est très geek, entre guillemets. Et cet outil est déjà utilisé par des compagnies aériennes, par des planificateurs de vol, même d'ailleurs par des scientifiques, pour arriver à dire, OK, on veut savoir où va se former une traînée demain, donc on regarde ça. Alors, la base de tout ça, c'est un modèle physique qui s'appelle COCIP, C-O-C-I-P, qui a été développé par le DLR, donc l'équivalent de la NASA en Allemagne. C'est un énorme institut de recherche, je crois qu'il y a plus de 10 000 personnes qui y travaillent, qui a développé donc cette espèce de loi physique qui prend tous les paramètres de physique de l'atmosphère et détermine si une traînée se forme ou pas. Ce que fait Breakthrough, donc, c'est de mettre ce modèle en mouvement, en lui permettant d'interagir avec des modèles météorologiques, avec des données ADS-B, les données de vol en temps réel des avions, et finalement de mettre tout ça en musique pour que ce soit opérationnel. Et l'étape suivante, entre guillemets, c'est intégrer cette information qui dit oui ou non une traînée va se former sur ce plan de vol, l'intégrer dans le logiciel de planification de vol pour que finalement, et je simplifie à l'extrême, quand vous avez votre plan de vol intègre déjà l'évitement de la traînée telle qu'elle doit se produire. Donc l'évitement de la zone où la traînée pourrait se produire. Et dans le cockpit, le pilote a également l'outil sur son iPad, en face de lui, sur son outil informatique, on va dire, qui lui permet de prendre ses décisions tactiques qui permettent de faire ces ajustements finaux à la trajectoire du vol. Je précise aussi, parce que je pense qu'on l'a dit en parlant de fondation, mais c'est important de le préciser, que ce que fait Breakthrough est no profit, c'est-à-dire que c'est vraiment dans l'idée open source, qui est à la base de Wikipédia, à la base d'énormément... À but non lucratif. Voilà, à but non lucratif, mais même open source, ça va plus loin que but non lucratif, parce que ça veut dire que non seulement c'est gratuit, mais c'est ouvert à tout le monde. C'est vraiment l'idée que, et ce sont mes collègues, parce que moi ça fait pas longtemps que j'y suis, donc ce sont mes collègues qui sont à la base de cette très bonne idée, qui est celle de dire qu'il y a énormément de monde qui travaille dessus, mais de façon un peu segmentée. On va rassembler en offrant un outil qui peut être intégré à tout dispositif en interne ou en externe pour une compagnie aérienne, et donc qui permet, entre guillemets, de jouer avec ces données pour mieux les comprendre. Donc c'est du no profit, but non lucratif, et de l'open source. À propos de Breakthrough, 0K demande si c'est le même projet qui a été lancé par Bill Gates il y a quelques années. Oui, absolument. C'est la fondation qui finalement est la contribution de Bill Gates par rapport au changement climatique et donc à toutes les solutions qu'on peut y apporter. Donc c'est une fondation philanthropique. C'est ça. Energy, on peut le dire. C'est ça. Donc c'est l'ensemble du travail qui est mené par mon équipe et à but non lucratif, donc financé de façon philanthropique. Sur l'outil qui est développé chez Breakthrough Energy dans l'équipe Contrails, l'équipe condensation, traînée de condensation. Donc cet outil, il porte un nom d'ailleurs, il s'appelle... L'outil porte le nom de PyContrails, qui peut se retrouver sur le site contrails.org, qui regroupe l'ensemble des dispositifs open source mis en place par Breakthrough Energy. Alors, qu'appelle-t-on Riviate? Oui, alors finalement, on se perd un peu dans les nomenclatures, même dans une petite équipe. Tu vas nous guider. Oui, donc Riviate, c'est le nom, finalement, c'est le nom de cette plateforme de coopération. C'est un peu le nom de l'équipe. Mais voilà, c'est un nom qu'on utilise pas encore énormément parce que on n'a pas, finalement, avant mon arrivée, énormément travaillé sur le fait de disséminer au-delà du domaine scientifique et du domaine assez pointu nos travaux. Mais on pourra être amené à l'avenir, effectivement, à vouloir créer peut-être quelque chose qui se rapproche plus d'une plateforme presque ONG. Et là, le nom Riviate sera probablement plus utilisé. D'accord. Et donc, alors, je voudrais reformuler pour m'assurer que j'ai bien compris. Donc, ce que vous développez, ce que les scientifiques et les développeurs mettent au point dans ton équipe, dans l'équipe des traînées de condensation, c'est de l'open source. Donc, c'est un logiciel ouvert qui peut servir aux planificateurs de vol, soit ceux qui sont en interne dans les compagnies aériennes, soit ceux qui sont des prestataires de services pour ces mêmes compagnies. On peut le dire comme ça. Donc, il s'agit d'intégrer la prévision des... Oui. Donc, si je donne un exemple... On est aujourd'hui à l'époque des campagnes de test, c'est un peu l'étape suivante finalement dans l'avancée vers une solution. On a travaillé il y a quelques mois avec American Airlines, qui est je crois d'ailleurs la plus grosse compagnie du monde en termes de flotte, et Google,
pour mettre en place une campagne de test. Donc il y a eu 70 vols dont la trajectoire a été modifiée en prenant en compte en amont les données de Breakthrough Energy sur la prévision des traînées, et en aval, le travail de Google qui utilise des satellites pour observer la formation ou non des traînées de condensation, et ça a permis d'arriver à un évitement de 54% des traînées de condensation. Donc, en fait, ça nous amène aussi à cet aspect validation, parce que vous prévoyez, vous devez valider aussi. Donc, il y a tout un travail qui est fait sur des modèles. Ça, c'est le travail de Breakthrough Energy, modèle de physique de l'atmosphère. Et après, il y a un travail nécessaire à faire au niveau de la validation. Et ça peut se faire avec des satellites, avec des caméras qui sont directement implantées dans le sol. Ce qui m'a sidéré quand je suis arrivé à Breakthrough il y a quelques mois, c'est le fait qu'on n'a pas aujourd'hui, au-dessus de l'Europe, un satellite qui nous permette d'avoir la résolution nécessaire pour vraiment valider par observation les traînées de condensation. Donc c'est le cas en Amérique du Nord, mais pas en Europe. Donc ça veut dire, si vous voulez, qu'on est presque aveugle en ce qui concerne l'Europe sur la vérification factuelle de nos prévisions. Donc on peut le faire en partie, mais pas autant qu'on voudrait, cette vérification. Voilà, et donc c'est pour ça que, encore une fois, il y a une énorme marge de progression, notamment dans le fait d'augmenter le nombre de satellites qu'on déploie pour avoir cette image qui couvre l'ensemble du monde et nous permettre vraiment de dire, voilà, on prévoit qu'une traînée va se former, on valide qu'elle se forme. C'est presque un travail qu'on pourrait faire en machine learning, c'est-à-dire apprendre à un modèle à se perfectionner en ayant constamment ce feedback, ce retour venant de l'observation par satellite. Et donc là, la fiabilité de la prévision, elle pourrait être validée, tu emploies les termes de validation, elle pourrait être validée et améliorée avec des observations plus fréquentes, plus complètes. Grandement. Et d'ailleurs, cette prévision, elle n'est pas encore optimale. Et ça m'amène à distiller tout au long de mon intervention aujourd'hui ce qu'on appellerait en anglais, en latin, alors les caveats, les mises en garde finalement, dans le sens où il y a du pain sur la planche. Aujourd'hui, les prévisions qu'on fait sont pas d'une fiabilité absolue, donc il faut qu'elle s'améliore pour qu'on puisse utiliser ça en opérationnel. Mon travail finalement, c'est de regarder l'ensemble des problèmes qu'on a pour arriver à déterminer un peu aussi le champ d'amélioration qu'on a devant nous. Aujourd'hui, on est, si vous voulez, dans une sorte de transition entre le moment où les traînées de condensation étaient un sujet éminemment et uniquement scientifique, vers un moment où les traînées de condensation sont un sujet presque, je dirais, plus politique, plus législatif, où on a une solution qui est mise en place à l'échelle. Cette transition, elle est longue, c'est presque une traversée du désert qui va probablement durer plusieurs années et pour laquelle on a du travail, notamment sur le fait d'améliorer ces modèles et d'améliorer la validation du travail qui a été effectué en modifiant les trajectoires de vol. Est-ce que c'est gênant Est-ce que la situation suivante serait gênante? Un planificateur de vol on va dire un planificateur de vol prévoit une zone où risque de se former des traînées. Donc le plan de vol donné à l'équipage en tient compte et dit à l'équipage et suggère à l'équipage de voler à une altitude différente, un peu plus haut, un peu plus bas, pour éviter cette zone. Et puis finalement, on se rend compte après coup, ou on se rend pas compte, en tout cas, finalement, en réalité, cette zone n'était pas propice à la formation de traînées de condensation et l'avion aurait très bien pu voler à la première altitude prévue. Donc est-ce que ce changement, pour rien, est-ce que c'est gênant? Il est gênant dans le sens où, en fait, tout dépend du carburant supplémentaire qui a été utilisé. D'accord, s'il faut monter un petit peu plus haut, il faut consommer un petit peu plus. Voilà, ou si on vole un peu plus bas, on consomme un peu plus en croisière. Exactement, mais j'aimerais donner un chiffre, pour le coup, là, qui est important, pour être précis. On est en mesure aujourd'hui de dire que pour éviter 80% des traînées de condensation réchauffantes, donc pour simplifier l'écrasante majorité des traînées de condensation réchauffantes, il suffirait de modifier la trajectoire de vol de seulement 5% de ces vols. 5% des vols, ça vous amène 80% de la solution, entre guillemets. Donc même si on se trompe sur quelques-uns, si on dit à quelques-uns de modifier leur trajectoire, leur altitude et qu'on leur demande ça pour rien, c'est pas grave. L'effet global sera bénéfique. J'aimerais préciser le c'est pas grave, mais c'est déjà pour donner un ordre d'idée. L'ordre d'idée également supplémentaire, c'est celui de la consommation supplémentaire de carburant. Aujourd'hui, elle est, d'après les traînées, les tests, les mesures qui ont été faites et d'après surtout les modèles de prévision, elle est en dessous d'1% par vol. Donc sur ces 5% de vol dont vous allez devoir modifier la trajectoire, vous allez avoir un surcoût carburant, surconsommation de carburant d'1%. Alors ça veut dire deux choses. La première, c'est qu'effectivement on peut se dire c'est pas beaucoup, et c'est pas beaucoup. En même temps, je me satisfais pas d'une réponse aussi peu précise.
C'est-à-dire qu'il faut, quand on propose quelque chose qui est aussi novateur et aussi innovant que ce que j'ai dit au début, être aussi vraiment irréprochable en ce qui concerne le fait de comprendre les effets négatifs. Alors, par exemple, un médicament a toujours des effets secondaires, mais on est capable de les quantifier. Et une décision est prise sur le fait de mettre au marché ce médicament. Je pense que la barre, du coup, ne doit pas être mise au niveau de zéro effet secondaire. Il y aura forcément un petit surcoût carburant. Mais il faut être capable de le mesurer finement pour vraiment pouvoir dire, voilà, on est sûr de nous. Donc, je dirais que les indications sont toutes au vert actuellement, à la fois sur le fait qu'il y a très peu de vols sur lesquels il faut faire une action, et que même sur ces vols-là, il y a très peu de surcoût carburant, mais il y a encore du travail à faire pour vraiment améliorer la mesure de tout ça. Par ailleurs, qui dit carburant dit deux choses, coût et CO2. Alors, CO2, effectivement, plus de carburant veut dire plus de CO2, c'est extrêmement minime. Comme j'ai dit, 1% sur 5%, mais d'aucuns pourraient dire, quand on n'est pas capable de faire la conversion entre CO2 et non CO2, comment on sait que ça vaut la peine? Alors, c'est une bonne question, et c'est là que les carburants d'aviation durable pourront nous être utiles. Vous brûlez 1 tonne de carburant supplémentaire sur un vol parce que vous faites l'évitement des traînées, vous allez utiliser sur un vol suivant de la même compagnie aérienne 1 tonne de carburant d'aviation durable supplémentaire pour compenser ces émissions-là. Donc, je dirais que l'aspect CO2 est finalement assez facilement solutionnable. La partie plus compliquée, c'est l'argument du coût. Qui va payer pour cette tonne de carburant supplémentaire, a fortiori si cette tonne de carburant, c'est du SAF, du carburant d'aviation durable, donc c'est 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois plus cher. Et donc là, on rentre dans cette logique techno-économique. On a un problème, on a une solution. Admettons que la solution soit rendue tellement parfaite qu'on arrive à vraiment la mettre en place. Qui paye pour tout ça ? Et là, on tombe sur l'un des nombreux écueils qui font face à l'ensemble de l'action climatique, c'est qui paye pour cette transition. Je reviens sur le 1%, donc supposons que ce soit une surconsommation de 1% de carburant, à comparer à une diminution de combien de l'impact climatique de ce vol ? Plusieurs dizaines de pourcents du total ? Si on fait en agrégé, parce que c'est difficile de faire par vol, mais si on fait en agrégé, 80% des traînées de condensation, les traînées de condensation étant le principal effet non CO2 et les effets non CO2 allant jusqu'à 2/3 de l'impact climatique de l'aviation, ça veut dire finalement que pour un coût dérisoire qui est de moins de quelques euros par tonne de CO2 équivalent évité, vous allez avoir un vrai impact positif sur le climat. Donc il y a beaucoup de if, de si, ce qui vous montre aussi la complexité du sujet. Mais la réponse en agrégé, c'est qu'en intervenant sur ces 5% de vol, on peut réduire de 50% l'impact climatique de l'aviation. Donc c'est quand même... c'est là qu'il faut toujours garder cet équilibre. C'est extrêmement excitant. Et je pense que voilà, je le vois dans vos yeux, dans les yeux virtuels des questions, je vois aussi je sens cette excitation. Et en même temps, il faut garder un peu du sang-froid et ne pas se jeter sans avoir fait le travail comme il faut en amont. Et il faut emporter l'adhésion des pilotes et des contrôleurs. Je pense aux pilotes déjà, il faut emporter l'adhésion des pilotes. Absolument, et ça fait partie de ce que j'appelle les écueils. Les écueils, alors, ou les haies. Un peu comme le saut à cheval, une haie est faite pour on doit sauter au-dessus, mais encore faut-il réussir à sauter. C'est une question de muscle, c'est une question de la voir venir. Alors oui, effectivement, on a la haie à sauter au niveau de la physique de l'atmosphère, de la prévision, de la validation. On a la haie économique à sauter, qui paye pour ça. On en parlera si ça vous intéresse. Et après, on a la haie, j'allais dire, psychologique. Il faut que les différents métiers soient convaincus. Et encore une fois, moi, je ne suis pas du tout dans l'idée de forcer. Je pense, parce que je pense que les pilotes et les contrôleurs aériens ont énormément à apporter. Donc, il faut que ce soit quelque chose qui les motive. Et ça nous amène à une dernière haie à sauter, c'est celle justement du contrôle aérien. Et là, ce n'est pas une question de si le contrôleur veut ou pas. C'est une question de quel est le niveau de suroccupation de l'espace aérien. Et qu'est-ce qu'on a comme marge de manœuvre pour faire qu'un vol monte ou descende de 2000 pieds ou en latéral s'écarte légèrement de sa trajectoire. C'est une question fondamentale parce qu'elle fait ou elle défait cette solution en Europe. Au-dessus de l'Amérique de l'Atlantique Nord, c'est autre chose. Ce sera probablement beaucoup plus simple d'opérer. Mais au-dessus de la France, par exemple, je pense que les contrôleurs aériens qui nous écoutent aujourd'hui pourraient confirmer que c'est pas facile. Parce que le trafic est dense. Parce que le trafic est dense. Alors, il peut s'améliorer. La modernisation du ciel unique, c'est quelque chose qui est important pour réduire la consommation de carburant de la part des compagnies. C'est aussi quelque chose qui pourra permettre
plus facilement de faire ce type de travail. Donc les deux vont de pair. Vu les gains climatiques que cela représente, pourquoi est-ce que ce n'est pas encore en place? Est-ce que cela ne doit pas être forcé politiquement? Alors, vous y avez tous les deux déjà répondu à cette question. Moi, quand je pense à l'évitement des zones où se forment les traînées de condensation, je pense aussi, par exemple, à tous les travaux qui sont faits sur la descente continue. Qui permettent de réduire de façon assez sensible la consommation de carburant et donc d'émissions de CO2. Ça fait des années et des années qu'on en entend parler, que tout le monde travaille dessus, et ça avance très, 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 très doucement. La descente continue, on rappelle, c'est le fait de descendre depuis le niveau de vol jusqu'à l'atterrissage sans palier. Sans palier, puisque les paliers, justement, sont consommateurs. Et les paliers, aujourd'hui, c'est un moyen de faire des étapes, de permettre de faire attendre un petit peu l'avion pour en laisser passer un autre. C'est une habitude et c'est une technique, je dirais, que les contrôleurs ont l'habitude d'utiliser. C'est le quotidien des contrôleurs aériens. Ils ont été formés pour gérer le trafic de cette manière. Aujourd'hui, ça fait quand même pas mal d'années qu'on leur dit il va falloir penser à faire descendre les avions sans les interrompre tous les 2 ou 3 000 mètres. Et là, ça bloque. Donc, et c'est beaucoup plus simple, à mon avis, que de foutre la pagaille dans le trafic aérien au-dessus de notre tête sur des avions qui volent sur des trajectoires, sur des trajectoires qui peuvent être d'1 heure, 2 heures, 3 heures. Et là, d'un seul coup, leur demander d'éviter des zones. Comment on peut s'en sortir ? Je me permets de prendre cette question au sens large parce qu'elle est très intéressante. C'est un peu la question de la conduite du changement dans une industrie comme celle de l'aviation. Industrie qui, et on peut en être fier, est conservatrice à juste titre, dans la mesure où la sécurité est fondamentale. On ne joue pas avec l'aviation, on ne joue pas avec un avion avec 200 passagers derrière et même un avion avec 2 passagers. Donc ce côté conservateur, qui est la base du fonctionnement de cette industrie, peut aussi être problématique. Alors, je lisais l'autre jour sur la vie de Frank Whittle, l'inventeur du turboréacteur. J'étais à Cambridge, justement, dans le laboratoire, pas le bâtiment lui-même, mais le laboratoire qui porte son nom, et qui fait un travail très intéressant sur la diminution de l'impact climatique de l'aviation. Et Frank Whittle, au début de sa vie, il a eu énormément de mal à mettre en place son invention, parce qu'on lui disait, à l'époque des moteurs à piston, on lui disait que c'était pas du tout une bonne idée, que ça n'allait pas fonctionner. Il a fait face à énormément de critiques. Alors aujourd'hui, ça nous paraît une évidence. On se dit, pourquoi on l'a pas fait plus vite ? Ça nous amène à cette conduite du changement. Comment on amène du changement dans une industrie conservatrice ? Alors, c'est un sujet, je trouve, extrêmement intéressant. C'est finalement presque le centre de ma carrière, ma jeune carrière, mais néanmoins, c'est ce sur quoi j'ai travaillé depuis au moins 5 ans maintenant. Et je pense que les indications que j'ai, ou les premières leçons que je tire de ces années-là, c'est qu'il faut que la solution vienne de l'industrie, parce que ce n'est pas les hommes politiques ou les activistes qui vont inventer la solution. C'est un sujet éminemment technique qui doit être fait dans les formes, donc par des entreprises qui sont habituées à gérer ça comme il faut. Mais en même temps, si on les laisse gérer le timing, le tempo, les choses ne se passent pas. Alors, j'étais l'autre jour à Farnborough en Angleterre pour une conférence où j'étais donc sur un panel avec différents représentants de l'industrie, et j'avais l'impression parfois d'être un petit peu comme, vous savez, le serpent avec le joueur de flûte. C'est-à-dire qu'en les écoutant, tout va bien, tout se passe bien, ils font des tonnes de trucs, etc. Et je conçois, ou je suis sûr qu'ils font des tonnes de trucs, mais quand on prend un pas de recul, les choses n'avancent pas vraiment. Alors, arriver à garder cet équilibre entre, finalement, le viewer parlait de forcer. Je dirais qu'il faut forcer à bouger, il faut forcer à mettre en place une dynamique, un tempo. Mais par contre, les choses doivent venir après de l'industrie aéronautique. Et c'est là que forcer touche ses limites, parce que si on force trop, on tombe dans une limite qui est celle d'avoir finalement des gens qui sont vent debout, et peut-être à juste titre, parce que si on ne fait pas les choses de la bonne façon, on met en danger, peut-être pas sur les traînées de condensation, mais sur d'autres sujets, on met en danger la sécurité aérienne, on met en danger le fonctionnement, la mécanique bien huilée qui permet à des centaines de milliers de personnes par jour de voyager. Finalement, si j'avance par rapport à il y a quelques mois, quand je suis venu sur votre plateau, je pense que j'avais une vision peut-être un peu plus simpliste à l'époque. C'est, voilà, il y a une solution, il faut la mettre en place. Maintenant, je comprends que les choses sont plus complexes. Mais c'est pas pour autant qu'il faut être comme le cobra qui danse au gré de la flûte. Il faut aussi se dire,
Oui, c'est compliqué, mais il faut quand même avancer. Breakthrough Energy vend ses services, alors vend avec des guillemets, ses services et outils de prévision aux exploitants et aux compagnies, si je comprends bien, ou suis-je à côté de la plaque? Pas vraiment. Alors le vent, déjà non, parce que c'est sans but lucratif, mais j'imagine que c'est le sens de ces guillemets. Pour aujourd'hui, Breakthrough ne vend rien du tout, ni même ne propose rien du tout, parce qu'on est dans une phase de recherche. C'est-à-dire qu'on développe en phase de test l'ensemble de ces outils. Le maître mot aujourd'hui, ce sont les campagnes de test. Campagne de test avec des compagnies. Donc on n'est pas aujourd'hui si vous allez sur le site, il n'y a pas un bouton où vous pouvez dire je m'abonne, je clique, j'achète ou quelque chose comme ça. C'est beaucoup plus l'idée de travailler main dans la main avec des compagnies et avec des planificateurs de vol qui ont finalement presque, je vais dire, le courage, l'audace d'être les premiers de cordée et d'arriver dans quelques temps à être en mesure de proposer ce système de façon plus large, mais toujours à but non lucratif, donc évidemment pas dans le but de le vendre. Il nous manque aussi des visions holistiques. Ça, c'est encore un point important, je trouve. C'est que chacun dans son silo, et là, je n'accuse absolument pas les contrôleurs d'être dans leur silo, mais chacun un peu part du principe que, voilà, dans mon contexte, c'est difficile de faire ça. Et c'est sans doute vrai. Mais je pense que c'est vraiment important de prendre un pas de recul et de voir la situation d'un point de vue holistique. Parce que si chacun raisonne en fonction de son précaré, c'est aussi très difficile d'avancer. Parce que tout le monde a des bonnes raisons de dire que quelque chose est difficile. Vous voyez ? Donc comment est-ce qu'on arrive à avancer tout en évitant de frustrer les gens ? C'est très difficile, mais il faut le faire. Pourquoi est-ce que c'est pas encore en place ? Est-ce que ça pourrait pas être forcé politiquement ? Je veux bien qu'on revienne sur cette thématique de ce qui nous sépare d'une application de masse. Donc là, voilà, on est sur le site de Breakthrough, enfin de Reviate, donc de cette équipe dont je fais partie. C'est un peu la vitrine, si j'ose dire, même si vitrine perfectible parce que ça met du temps à charger, mais on y travaille. Qu'est-ce que vous voyez ici sur votre écran ? Donc tous les petits points blancs, c'est la trajectoire de vol des avions. Alors les points, ça fait... Point avec une voilà, cherche le mot. C'est ça. Enfin, une sorte de vecteur, voilà. Alors ce qu'il y a derrière en blanc, c'est pas forcément une traînée. Hein. Non, ce qui est derrière en blanc, c'est pas une traînée, c'est plus pour montrer que c'est un avion. Voilà. Et vous voyez deux couleurs en surexposition. Vous voyez une couleur légèrement bleutée, une couleur plutôt orangée. Ça, ce sont les traînées de condensation telles qu'elles ont été prédites. Donc c'est une prévision d'une traînée de condensation. En bleu, ça veut dire qu'elle est susceptible de refroidir l'atmosphère. Donc pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, elle bloque la radiation solaire et donc elle agit comme un parasol. En orange, vous avez la traînée couverture, c'est la traînée qui réchauffe parce qu'elle bloque la radiation terrestre. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution du temps. Donc là, on avance vers l'après-midi, il y a pas mal de bleu, vous voyez, donc et plus on avance vers la soirée, donc là 18h, le soleil commence à se coucher, plus voilà, on passe à du orange total. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de soleil, donc on n'a pas de radiation solaire à réfléchir. Donc voilà, on voit bien la différence entre le jour et la nuit. Ce qui est intéressant, c'est que ces traînées occupent quand même une partie importante du ciel. Au-dessus de l'Angleterre, d'ailleurs, ça peut aller à 10% du ciel. J'étais à Londres l'autre jour, je regardais au-dessus de moi, il y avait vraiment 6 sous cette traînée de condensation. Il n'y avait pas un nuage. C'est-à-dire que l'ensemble du ciel, évidemment, ça restait du ciel bleu, mais sans les traînées de condensation, on aurait été dans un ciel entièrement bleu, et là, on avait un ciel qui avait des nuages, finalement, qui ne seraient pas là sans l'aviation. Et donc là, on est sur une prévision. Hein, on est sur une prévision, c'est ça. Et si on zoome ou si on sélectionne une traînée de condensation, parce que je dis ça au profit des viewers qui voudront peut-être aller sur le site, j'espère que le site ne va pas cracher à cause de l'ensemble de l'engouement que mes propos génèrent, mais on voit donc une trajectoire de vol. Là, c'est un avion qui part de... peut-être que les plus perspicaces reconnaîtront le code OACI de l'aéroport, que je ne connais pas. Mais en tout cas, on peut voir dans le plan de vol, avec l'altitude et le temps, en bas à gauche de l'écran, les zones où l'avion a traversé une zone saturée en humidité, donc une zone où les traînées se forment. Donc par exemple, sur le trait horizontal, on voit une zone grisée, et c'est sans doute une zone qu'il a traversée où une traînée est susceptible de se former. C'est ça, et donc après, en cliquant sur Play, on arrive, et là on n'arrivera peut-être pas à le faire en live, en direct, parce que c'est compliqué, mais on voit qu'une traînée se forme, et pourquoi est-ce qu'elle ne suit pas la trajectoire blanche ? Tout simplement parce qu'il y a des vents qui font que la traînée prend une place différente et d'ailleurs s'étend en largeur. Et donc bien sûr, elle s'est formée. Donc si je prends par exemple à peu près au centre de l'écran les deux traits rouge-orangé au-dessus de la trajectoire blanche, donc c'est une traînée qui s'est formée bien sûr dans le siège de l'avion et qui s'en est écartée parce que le vent simplement l'a poussée. Et ça, si vous voulez, ça c'est un peu, je disais que c'est la vitrine parce que c'est
en regardant vers l'arrière. Donc vous allez me dire à quoi ça sert. Ça sert à rien opérationnellement, ça sert à montrer. Ça sert à montrer ce que c'est une traînée, ça sert à montrer qu'il y a déjà beaucoup de vols au-dessus de nous, ça vous pouvez le constater quand vous voyez tous ces vecteurs-là. Ça sert à montrer qu'il y a quand même aussi pas mal de traînées, ça sert à montrer la différence entre le jour et la nuit. Ce qui est intéressant, et ça c'est peut-être un peu compliqué pour qu'on le montre aujourd'hui, mais je vous invite à aller sur le site pour mieux le comprendre, c'est ce qui regarde vers l'avant. Donc c'est la partie, et c'est ce qu'on appelle l'observateur, le observer en anglais, qui permet de voir en regardant aujourd'hui, demain, les zones où les traînées sont susceptibles de se former. Ça, si vous voulez, c'est la base du travail d'atténuation. C'est pas en regardant vers l'arrière, c'est en regardant vers l'avant. Pour répondre à la question, qu'est-ce qui nous sépare d'une application de masse? Alors, est-ce que déjà, on peut dire qu'on voit par là simplement la densité du trafic, que oui, forcément, ça demande de la coordination au niveau du contrôle aérien, entre les pilotes et les contrôleurs. Bon, déjà il faut faire des tests, si on veut faire les choses bien, il faut faire des tests à diverses échelles, en montant en puissance. Donc déjà, ça ne peut pas s'appliquer du jour au lendemain. Oui, ça ne peut pas s'appliquer du jour au lendemain. Il y a de multiples raisons, mais la première, c'est celle qu'il faut... Alors, déjà, il faut avoir une meilleure qualité de prévision, une meilleure qualité de validation pour que ce soit utilisable sur chaque vol. Il faut avoir une intégration avec les systèmes de navigation aérienne qui permettent véritablement d'opérer tous ces vols tels qu'on le souhaite les opérer. Il faut une intégration avec le fonctionnement d'une compagnie aérienne, à savoir notamment dans les décisions tactiques en vol. Ça veut dire qu'il faut adapter l'index de coût, ça veut dire qu'il faut que les équipages soient instruits par rapport à ça. Il faut une intégration avec les planificateurs de vol. Et on tombe aussi sur la question de qui paye pour ça. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, on touche un peu maintenant le noyau du réacteur du sujet techno-économique et politique d'ailleurs. C'est, vous allez voir une compagnie aérienne, vous lui parlez de ça, ce que je fais tous les jours. Et les compagnies, en général, sont très intéressées. Ne détrompez-vous, parce que c'est vraiment un sujet de compagnie. C'est encore plus que les carburants. Les carburants, vous pourriez dire, c'est un sujet de pétrolier. Ça, pour le coup, c'est vraiment le sujet d'un pilote. C'est le cœur de métier d'une compagnie aérienne. Ce qu'il me dit, c'est super intéressant, Mathéo, mais qu'est-ce qu'on y gagne, en fait, à faire ça? Mon PDG, parce que généralement, je ne parle pas au PDG directement, je parle au responsable du sustainability, donc des politiques climatiques, de la durabilité, me dit, voilà, moi, si je monte au dernier étage de la tour, là, mon PDG va me dire, c'est super, je vois bien, ouais, d'accord, c'est pas très cher, etc. On peut, voilà, mais qu'est-ce que ça nous rapporte? Parce qu'en fait, aucun de nos compétiteurs, de nos concurrents ne le fait. Donc ça fait qu'il y a un enjeu sur le delta de coûts entre les différentes compagnies. Par ailleurs, on me dit, ah oui, mais on n'est pas encore entièrement sûr. Donc, est-ce que les passagers vont pas croire que c'est du greenwashing? Et ça, je trouve ça fascinant. Et je le dis sans lever les yeux au ciel, parce que c'est ce qui est, si vous voulez, c'est ce qu'ils me disent. Donc moi, je dois le prendre aussi pour argent comptant. Me dire, ok, je prends au sérieux ce que vous me dites. C'est vrai que c'est compliqué la communication sur ce sujet. Comment vous arrivez à communiquer sur un sujet dont on n'est pas encore entièrement sûr, qu'on ne maîtrise pas encore à 100%? Vous pourriez très bien avoir un passager qui vous dit « Ah voilà, c'est encore un truc que vous faites pour me faire croire que vous faites quelque chose. » Ce serait très injuste pour une compagnie parce qu'elle essaie de faire quelque chose. Mais voilà, comment arriver à communiquer sur un sujet incertain en donnant suffisamment de certitude pour montrer que ça vaut la peine et en montrant une humilité là où on n'a pas assez de connaissances. Et je pense qu'aujourd'hui, le PDG qui n'a pas 3 heures à consacrer au sujet, à partir du moment où ça ne s'aligne pas, il préfère aller vers les pailles en bambou ou les gobelets en carton parce que c'est plus facile finalement. C'est plus logique, le passager comprend, donc on peut communiquer dessus, etc. etc. Donc alors, la problématique que nous avons aujourd'hui, c'est comment arriver à faire en sorte qu'une compagnie passe de « je suis les papiers scientifiques, je vais aux conférences où on en parle » à « le PDG donne son feu vert pour une campagne de mesures ambitieuse ». Est-ce que ce serait pas plus facile du coup pour tout le monde que ce soit une obligation réglementaire, par exemple au niveau européen, une réglementation européenne, comme ça, bah oui, tout le monde doit l'appliquer et on se pose pas la question de savoir si c'est du greenwashing. Puisque tout le monde l'applique, parce que c'est obligatoire. Probablement le jour où on aura assez de connaissances, comme pour les carburants d'aviation durable, on a eu des connaissances scientifiques, les compagnies ont été sensibilisées, le public a été sensibilisé dans une mesure relativement satisfaisante. L'Union européenne a agi, elle a dit, à partir de 2025, vous allez avoir une obligation d'incorporation des carburants d'aviation durable dans tous les aéroports de l'Union européenne, avec pas mal d'astérisques, mais on va pas les détailler ici. Je pense que le jour où on aura les connaissances vraiment suffisantes pour mettre en place une solution à l'instar des carburants d'aviation durable, on pourra faire ça. Alors, je prends un pas de recul parce que ce que je dis là pourrait
ressemblait exactement aux propos d'un grand constructeur qui dit voilà, il faut plus de recherche. Ce que mon ancienne casquette ONG trouvait toujours un peu problématique comme raisonnement parce que ça donnait l'impression qu'on voulait rien faire. Quand je dis qu'il faut attendre pour avoir plus de recherche, je dis pas qu'il faut attendre pour faire quoi que ce soit. Il faut attendre pour légiférer de façon dure, entre guillemets. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut rien faire en attendant. Les campagnes de test, ça peut vraiment être quelque chose qui va au-delà de quelques vols. Ça peut être vraiment des milliers de vols. Il faut intensifier progressivement. Et alors, il existe déjà une obligation qui est sur le point de se mettre en place. Je crois que c'est 2025. L'acronyme c'est MRV, c'est ça. Et les compagnies doivent mesurer, alors en bon français, je crois que ce serait mesurer, rapporter et vérifier leurs émissions de CO2 d'une part, et les émissions non CO2. Si j'ai bien compris récemment, les compagnies doivent mesurer et rapporter leurs effets non CO2. Donc pas encore les réduire, mais déjà les mesurer et les rapporter. Oui. Donc il y a déjà une obligation dans ce domaine. Il y a une obligation qui va dans le bon sens parce qu'elle nous permet d'accumuler des données qui servent en fait à affiner tout ce travail qui est fait. Donc les compagnies aériennes devront dans les prochains mois, le point final sera mis cet été je crois, donner un rapport annuel qui prend en compte cet effet non CO2, notamment lié aux traînées de condensation. C'est d'ailleurs un outil sur lequel on travaille en ce moment, un peu en phase de test, c'est d'arriver avec toutes ces données agrégées de vol, finalement cliquer sur un bouton et vous avez votre rapport Excel avec l'ensemble des vols et l'ensemble de l'impact non CO2 d'une compagnie l'année passée. C'est quelque chose qu'on mettra probablement en place dans les prochaines semaines. Maintenant, il y a aussi un écueil que nous, on a dans le domaine de l'aviation que d'autres secteurs n'ont pas, c'est le problème global. C'est que le vol dont on parlait tout à l'heure, il allait de Washington de l'Est à Francfort. Washington dit les États-Unis, dit une zone qu'on ne méprise pas, on n'a pas la souveraineté, c'est pas l'Union européenne. Donc comment on arrive à trouver une solution qui puisse aussi toucher les vols long courriers? Je rappelle pour les viewers que le vol long courrier représente seulement, je crois que c'est 6% des vols dans l'Union européenne et pourtant c'est 50% des émissions. Donc c'est essentiel d'avoir une solution qui touche aussi le long courrier. Ça, je vais faire un petit peu exact. Mais je précise que ils sont exacts au niveau européen. Oui. Et au niveau mondial, c'est différent. Mais c'est pour ça que je parlais bien de l'Union européenne. Mais au niveau européen, c'est important. Ouais. C'est-à-dire que si on veut trouver une solution pour l'impact non CO2 du vol dans lequel vous embarquez à Charles de Gaulle, il va falloir aussi s'attaquer au non CO2. Qui dit non CO2 dit, comme je précisais, des accords diplomatiques, un alignement des astres avec des pays qui n'ont pas forcément la même dynamique que la nôtre sur des questions climatiques, donc c'est compliqué. Et c'est aussi pour ça que je pense que le travail qu'on a devant nous, c'est aussi de créer une confiance, de rassurer les uns et les autres, que ce soit au niveau industrie ou au niveau des décideurs publics, pour montrer que ce sujet, certes, il amène une contrainte supplémentaire, mais cette contrainte, d'une part, est très peu chère, et en même temps amène tellement d'avantages que finalement, il faudrait presque dans quelques années qu'il y ait une queue devant mon bureau par des compagnies qui veulent faire ça. Et je pense qu'on y arrivera. Mais c'est juste qu'actuellement, c'est un peu le problème quand vous êtes en première ligne, quoi. Il faut aussi faire face à toutes ces incertitudes et finalement ce côté un peu de résistance au changement. Donc là, on est dans une phase de défrichement. Plusieurs questions pour Mathéo, évidemment. 0K qui demande, lui il est développeur indépendant, il demande si vous avez besoin de mains, de renforts pour développer votre application. Ça me permet de préciser à tout le monde que n'hésitez absolument pas à me contacter pour avoir plus d'informations, aussi bien au niveau technique comme 0K le propose, mais aussi je suis particulièrement intéressé par les pilotes ou les contrôleurs aériens qui nous suivraient. J'aimerais vraiment échanger avec vous pour mieux comprendre la façon dont vous voyez les choses de votre point de vue dans votre corps de métier. Alors 0K toujours, comment faites-vous pour vérifier l'exactitude de vos données? Avez-vous un moyen de confirmer que vos prévisions étaient correctes pour X% des cas? La seule solution, c'est de vérifier si une traînée a été formée ou non. Et comme je disais, en Europe, c'est très compliqué à cause de ce problème de satellite. C'est un travail qui est fait mieux, je pense, en Amérique du Nord. Et c'est Google, donc Google Research, la partie recherche de Google, qui a fait beaucoup de travail dessus. D'ailleurs, sur le site, si vous allez sur la partie droite, juste en dessous de la loupe de recherche, il y a un bouton avec des filtres, tout en haut à droite de l'écran.
qui permet d'aller sur le filtre satellite, donc Satellite Imagery qui est l'avant-dernier. Et là, bon, il faut aller plutôt vers l'Amérique du Nord, du coup, à cause du problème que j'ai précisé sur la couverture satellite. Vous voyez une image satellite, alors qui est très compliquée à comprendre pour les non-initiés, et j'en fais malheureusement encore partie, qui permet, ça c'est des différentes zones de nuages, les nuages de haute altitude, de plus basse altitude, et c'est ce travail de fourmi qui est fait par des groupes comme Google, mais d'autres aussi, pour arriver à faire matcher, faire correspondre une traînée telle que prédite avec l'image satellite qui correspond à la traînée, sachant que c'est pas évident non plus, il faut arriver à trouver ça. Donc je crois qu'ils utilisent l'intelligence artificielle et ils entraînent un outil à reconnaître une traînée de condensation et donc de pouvoir apprendre au modèle comment s'améliorer. Et tu veux dire que là, à l'écran, nous avons à la fois une couche de prévision et une couche d'observation ? Ouais. C'est ça ? D'accord. C'est ça. Ah oui, impressionnant. Le fait qu'on manque de couverture satellite, en tout cas sur cet aspect-là d'observation de la Terre, ça me laisse sans voix. Mais moi aussi. En tout cas au-dessus de l'Europe. Alors, ce qu'il faudrait, ce serait plutôt des satellites géostationnaires, ou donc comme leur nom l'indique, donc centrés sur l'Europe. Ou est-ce que les nouvelles constellations, qui ne sont pas toutes dans le domaine de la communication, il y en a aussi dans le domaine de l'observation de la Terre, est-ce que c'est plus adapté, donc ces satellites en orbite basse, qui passent moins longtemps au-dessus d'un point, mais qui sont très nombreux, donc qui repassent régulièrement. Donc, qu'est-ce qui est le plus adapté en termes de couverture satellite ? J'ai entendu parler des deux, mais en tout cas, il faut dans tous les cas que le satellite repasse suffisamment régulièrement au-dessus du même point pour voir l'évolution de la formation des traînées. Alors, Franck May fait remarquer que différencier un cirrus naturel d'un cirrus né d'une traînée de condensation, ça ne doit pas être simple. En effet. Ça, c'est sûr. Je confirme. Et je serais bien en peine, par exemple, je pense que certains de mes collègues pourraient, mais en zoomant, en fait, ils arrivent à reconnaître dans cette image satellite une traînée. Donc, ouais, c'est très compliqué, comme vous pouvez le voir. Parce que là, si je comprends bien, donc, on a fait abstraction de tous les nuages, tout type de nuages. Ouais. Et on garde que les traînées de condensation. Non, on fait pas abstraction. On ajoute tout. Ça, c'est vraiment une image satellite. Parce que là, qui intègre tout. On voit pas de nuages là, si. Bah si, parce que les différentes couleurs, ça correspond aux nuages en fait. Ah d'accord. Et c'est là que nous sommes non-initiés. Voilà. Et moi aussi. Sur ton métier, tu disais que tu es dans ton équipe, tu es le seul non scientifique. Je crois que tu l'avais formulé comme ça. Alors, en quoi es-tu utile dans ton équipe ? J'ai été recruté dans cette équipe justement parce que le travail qui était mené jusqu'ici était vraiment un travail de laboratoire, un travail de scientifique. Et il y avait une vraie nécessité qui était celle de faire, à la fois de communiquer, même si mon travail n'est pas du tout uniquement de la communication, donc il faut un peu vulgariser, il faut expliciter, mais aussi celui de comprendre ce qui nous sépare de la position actuelle dans laquelle on est, c'est-à-dire recherche, à une situation d'adoption. Et les contraintes dont on a parlé, que ce soit des contraintes de contrôle aérien, de prix, de politique publique, c'est des choses qui ne sont pas des problèmes scientifiques, ce sont des problèmes techno-économiques et politiques. Donc, qui nécessitent quelqu'un qui a une compréhension, une affinité avec le secteur aérien comme moi, une compréhension des différents enjeux et moi qui ai vécu en première ligne tous ces débats autour du pacte vert à Bruxelles, derrière une idée comme celle d'incorporer des carburants d'aviation durable, il y a énormément de contraintes, on en a parlé. Et finalement, j'essaie d'amener des synergies entre ce que j'ai fait dans les carburants d'aviation durable et les traînées de condensation. Parce qu'on pourrait presque dire que les traînées de condensation, c'est ce que les carburants durables étaient il y a 20 ans peut-être. Donc on en est aux premières années de travail non scientifique sur le sujet. Et moi, chaque jour, je découvre vraiment de plus en plus de synergies là-dessus. D'accord, de synergie entre le travail que tu avais fait auparavant et... c'est-à-dire, que ce soit qui paye pour ça, donc comment mettre en place des systèmes de... comme on dit en anglais, d'incentives, donc d'incitation. Merci. D'incitation qui permettent finalement de délester la compagnie de ce prix, voire ou peut-être de l'encourager à le faire parce que c'est dans son intérêt. Ça, c'est exactement le même problème qu'on a avec les carburants d'aviation durable. Il y a une question d'expliquer pourquoi c'est important, comment ça rentre dans une stratégie climatique. Pareil, là, c'est un parallèle très, très, très évident avec les carburants d'aviation durable. Il y a la logique mondiale. Qu'est-ce que vous faites si vous le faites, mais votre concurrent en Asie ne le fait pas ? Logique de compétitivité qui impose aussi un travail diplomatique multilatéral pour arriver à aligner d'autres pays avec. Donc finalement, mon travail, je dirais que c'est peut-être un tiers de la communication, un tiers
de la stratégie, c'est-à-dire réfléchir à tous ces écueils, et un tiers de la diplomatie, à savoir le fait de créer des coalitions. Donc j'annonce aussi, ça je pense que ça me paraît important de le préciser, qu'on a au sein de Breakthrough créé une coalition d'une vingtaine de parties prenantes, notamment 7 compagnies aériennes, et on a soumis un projet du Fonds européen de l'innovation, qui est cette espèce de grande enveloppe, je crois que c'était 4 milliards d'euros cette année, qui permet de financer la mise en place d'innovation. Donc, ce n'est pas la recherche, c'est vraiment la mise en place. Donc, on a demandé un financement, je crois, qui est aux alentours de 15 millions d'euros, pour nous permettre de faire de l'évitement de traînées de condensation sur 18 000 vols dans les 5 prochaines années. Donc là, vous voyez, 18 000 vols, c'est rien par rapport à l'ensemble des vols qu'on opère chaque jour, mais c'est déjà quantité bien plus importante que les 70 vols qu'on avait fait il y a quelques années ou quelques mois avec American Airlines. On devrait avoir les résultats en septembre, et si on a cet argent, ce que j'espère, on pourra être déjà un pas en plus vers le fait d'avoir beaucoup de données, beaucoup de retours d'expérience, parce que là, c'est pas 10 pilotes, c'est 1000 pilotes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout ça, c'est une question d'échelle. Tu as évoqué les carburants d'aviation durable comme peut-être peut-être pas modèle, mais cherche le terme. Canevas à suivre peut-être pour une future réglementation, des futures meilleures certitudes sur l'apport de l'évitement des traînées de condensation et sur une éventuelle future réglementation dans ce domaine de l'évitement de la formation des traînées. Ces carburants d'aviation durable, j'ai lu qu'ils ne contiennent pas ou peu de composés aromatiques qui sont à l'origine de ces suies qui elles-mêmes sont à l'origine des traînées de condensation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Est-ce que c'est exact? Est-ce qu'un carburant d'aviation durable peut aider à réduire la quantité de traînées de condensation? C'est effectivement le deuxième parallèle important. C'est pas seulement avec les carburants d'aviation durable, c'est pas seulement sur la mise en place, mais c'est aussi sur la nature même du carburant d'aviation durable. On parlait tout à l'heure au début d'émission des composants aromatiques qui sont à l'origine de la formation des traînées de condensation. Si on prend un produit comme le e-kérosène, donc carburant d'aviation durable fait à partir d'électricité renouvelable qui donne de l'hydrogène, qui donne ensuite du kérosène, ce carburant est entièrement paraffinique, c'est-à-dire qu'il ne contient pas de molécules aromatiques. Et donc, il est probable, que sa combustion entraîne moins de traînées de condensation. Par ailleurs, c'est un gain non négligeable sur la qualité de l'air, notamment autour des aéroports, parce que qui dit suie, d'ailleurs, c'est pas seulement que ça réagit avec l'atmosphère pour créer des traînées de condensation, ça intègre aussi nos systèmes respiratoires. Là, on parle de particules, voilà. Et ça amène aussi toutes sortes de problèmes de santé publique. La difficulté dans cette solution, c'est qu'il faut beaucoup de carburants d'aviation durable pour avoir un vrai impact, et qu'on est contraint aujourd'hui à une limite qui est fixé à 50% d'incorporation de carburant d'aviation durable, justement parce que les systèmes de carburant dans les aéronefs, mais aussi au sol, tout ce qui intègre du carburant, a besoin d'un minimum d'aromatique pour fonctionner, c'est-à-dire pour que les joints restent gonflés, donc continuent de fonctionner correctement. Évidemment, tous les constructeurs, notamment les motoristes, ont en train de travailler sur cette compatibilité 100% SAF, 100% carburant d'aviation durable, mais ce n'est pas dit pour autant que ce 100% de carburant d'aviation durable soit tout aussi équivalent à 0% d'aromatique. Il est possible qu'il y ait quand même des composants aromatiques dans ce carburant 100% SAF, quitte à en ajouter, pour assurer la compatibilité. Et donc là, on rentre dans une zone un peu grise, c'est est-ce que ça va donc avoir un gros impact ou non sur les traînées de condensation? C'est pour ça que en parallèle de ce travail qui est de toute façon nécessaire, parce que ce que je fais moi n'a pas d'impact sur le CO2. Il faut absolument travailler sur le CO2, et pour travailler sur le CO2, il faut travailler sur les carburants d'aviation durable. Mais en parallèle de ça, ce sur quoi je travaille nous permet beaucoup plus rapidement d'avoir cet impact vertueux sur les traînées de condensation. Alors, déaromatiser les carburants, ce qui est aussi une solution qu'on peut appliquer aux carburants fossiles, qui amène les mêmes contraintes d'opérationnalisation avec les moteurs actuels, c'est quelque chose de très important aussi pour la qualité de l'air. Donc en fait, tout ça, c'est des choses qui peuvent fonctionner en parallèle, en complémentarité. Il n'y a pas une solution qui en repousse l'autre. Mais en termes de temporalité, l'évitement des traînées de condensation permet beaucoup plus rapidement d'avoir tout simplement une diminution importante de l'impact non CO2 de l'aviation. Quand on dit que les traînées de condensation, ça fait partie des effets hors CO2, les effets climatiques hors CO2 de l'aviation, quels sont les autres effets climatiques à part le CO2? C'est avant tout le NOx
Donc, les oxydes d'azote. Voilà, les oxydes d'azote qui ont aussi un impact potentiellement important, même si l'incertitude est plus forte là, dans la mesure où ils créent en fait de l'ozone à court terme. Il y a un travail qui a été fait par des scientifiques pour quantifier l'ensemble de l'impact climatique de l'aviation, donc le CO2 en est un, mais aussi les traînées de condensation et justement les oxydes d'azote. Et sur les oxydes d'azote, on a deux effets. On a l'augmentation de l'ozone à court terme, qui amène à une augmentation du forçage radiatif, donc de ce réchauffement climatique. Mais on a aussi, à long terme, une diminution de l'ozone et une diminution du méthane. C'est toute une sorte de jeu de chaise musicale chimique, si j'ose dire, qui pourrait amener à un refroidissement. Donc, en fait, en règle générale, il y a une certaine incertitude, mais ça fait aussi partie des effets non CO2. C'est un peu un peu l'oublié des effets non CO2. Pourquoi l'oublier ? Je dis ça peut-être en plaisantant. C'est pas finalement tellement oublié parce que c'est plus une question de combustion. Donc, c'est plus le travail des motoristes, là, pour le coup, de diminuer cette production d'oxyde d'azote. Qui est une préoccupation de longue date des motoristes. Oui, mais qui amène aussi des effets secondaires entre le CO2 et le NOx. Donc, il faut toujours trouver cet équilibre qui est, d'après ce que je comprends, pas facile à trouver. Une question de 0K pour Mathéo. Très bonne question, Mathéo, est-ce qu'on peut dire un mot des autres acteurs du domaine de la recherche sur les traînées de condensation et leur prévention, en tout cas la prévention de leur formation ? Alors, je pense en particulier à un acteur. Alors, si vous avez, chers viewers, si vous avez suivi ces dernières années l'actualité, les progrès autour des traînées de condensation, il y a un acteur dont le nom revient souvent, c'est Satavia. Ils sont basés à Cambridge et alors là pour le coup c'est une entreprise, une start-up, alors là pour le coup à but lucratif, ce qui est parfaitement respectable. Et un acteur qui dit ça y est, on a la solution. C'est en anglais on dirait un low hanging fruit, donc un fruit facile à atteindre sur l'arbre, une solution, un problème relativement facile, une solution simple d'accès. Et donc eux ils disent oui, bien sûr on y va, on a déjà un client, en l'occurrence le client c'est la compagnie Etihad. Donc voilà, donc Satavia dit et nous avons un client, et nos produits ont fait leur preuve, et on vend notre produit. Alors est-ce que pour toi ils sont un peu trop avancés, alors est-ce que vraiment ils ont une technologie à la pointe de la pointe et qu'ils ne la partagent pas, ou est-ce que ils sont un peu trop en avance peut-être ? Je pense que c'est tout à fait louable de se lancer dans une entreprise dans ce domaine-là, parce que c'est aussi cette force créative qui amène à trouver des solutions plus rapidement. Ils ont aussi eu un impact, je pense, plutôt positif dans le fait de faire connaître le sujet. Ils ont été dans beaucoup de conférences, etc. On parle souvent de ce nom-là, donc bravo à eux pour ça. Je pense que la difficulté qui consiste en vouloir monétiser une activité comme l'évitement des traînées de condensation, c'est qu'en l'absence d'une connaissance extrêmement fine, c'est notamment, ça pourrait être un peu le talon d'Achille de cette idée-là. À savoir que la meilleure façon de monétiser ce travail-là, c'est de vendre des compensations carbone. Donc ça veut dire que j'évite X traînées de condensation, je quantifie ça en équivalent CO2, et donc je vous vends des espèces de certificats qui disent vous avez évité l'équivalent de 10 tonnes de CO2. Mais vous voyez bien le problème, c'est que d'une part, on n'a pas aujourd'hui cette capacité de faire la conversion, donc c'est peut-être une conversion un petit peu dans le vide parce que ce n'est pas encore scientifiquement entièrement prouvé. Et deuxièmement, si je vous dis que vous avez évité 10 tonnes de CO2, pourquoi acheter du SAF ? Pourquoi acheter du carburant d'aviation durable ? Alors que c'est si peu cher d'éviter les traînées de condensation. Alors, c'est un peu une arme à double tranchant de dire que c'est peu cher. Parce que le fait que ce soit peu cher d'éviter les traînées de condensation, c'est super parce que ça fait qu'on va pouvoir plus facilement l'adopter. Mais il ne faudrait pas non plus que ça donne l'effet pervers de dire du coup, on ne fait rien sur le CO2. Parce que le CO2, tant qu'il est dans l'atmosphère, il s'accumule. Et la seule façon de l'en retirer, c'est de l'aspirer avec le processus de capture directe de l'atmosphère, le direct air capture, qui aujourd'hui coûte très cher et qui n'est pas encore développé suffisamment pour avoir un gros impact. Donc tout ça pour dire, pour conclure, pour être très clair, c'est que moi je pense que toute solution qu'on met en place pour les traînées de condensation ne doit pas être en opposition ou créer un effet négatif par rapport au travail fondamental mené sur le CO2. Et je suis donc aujourd'hui pas favorable au fait de vendre des crédits qui permettraient, via l'évitement des traînées de condensation, d'avoir un effet virtuel sur le CO2. Pour moi, il faut qu'il y ait un Rubicon, comme dans la Rome antique, une rivière à ne pas traverser, même si
certains l'ont traversée, Oui. c'est bien peut-être le problème. Une rivière à ne pas traverser, qui est celle de dire on fait du non-CO2 pour le non-CO2, donc on fait de l'évitement des traînées de condensation. On peut imaginer même qu'il y ait des certificats pour dire vous l'avez fait, on peut prouver que vous l'avez fait. Alors ça impose d'avoir une bonne compréhension des satellites, etc. Mais c'est normal si vous êtes une compagnie aérienne que vous ayez une confirmation. Mais ça ne peut pas vous amener un avantage CO2. Les deux doivent être faits en parallèle. Donc selon toi, il faudrait bien avoir ces deux mondes distincts. Donc d'une part celui du CO2 dont on doit réduire les émissions, et d'autre part les effets non CO2 qu'on peut réduire aussi. Mais il n'est pas question, si je t'ai bien suivi, pas question de dire j'ai réduit mon impact non CO2 et ça compte pour une réduction CO2. Oui, jusqu'à ce qu'on ait une conversion parfaite entre les deux. Et là, je reviens à la question de tout à l'heure sur l'aspect législatif. Évidemment, le plus simple pour un législateur, c'est d'appliquer un multiplicateur, de dire voilà, une tonne de CO2, une tonne de carburant aujourd'hui, c'est 3,16 tonnes de CO2. Bah, on dit que c'est 6,18 tonnes de CO2 et non CO2 ensemble. Et là, bah, vous pouvez mettre en place tous les systèmes de quotas, etc. Enfin, en gros, vous ne changez rien à l'architecture. Le jour où on aura cette conversion parfaite entre les deux, oui, autant utiliser les instruments qu'on a. Mais aujourd'hui, comme on n'a pas ça, c'est une question de crédibilité, en fait, si vous voulez. Et je reviens à mon exemple du PDG au dernier étage de la tour. Si sa préoccupation, c'est le passager et le greenwashing, je pense que c'est important aussi d'arriver à avoir cette humilité dans la façon qu'on communique pour dire on n'est pas aujourd'hui en mesure d'avoir une conversion, donc tout ce qu'on fait reste cantonné aux contrails, aux traînées de condensation. On travaille sur les traînées de condensation dans une sorte de vase qui est sanitairement fermé parce qu'on ne sait pas exactement ce que ça veut dire en effet CO2. Ça rejoint un peu ce que dit Franck May, c'est tout le problème des marchés CO2 où les gros pollueurs sont plus incités à acheter des crédits aux petits plutôt qu'à s'améliorer. En plus, là, on ouvre le débat des limites de la compensation. Oui, c'est pour ça que finalement, avec les traînées de condensation, c'est de l'évitement pur. Mais oui, je pense que là, on rentre un peu plus dans le techno-économique. Une compagnie aérienne qui fait une campagne de mesure, une campagne de test sur 1000 vols, elle n'a pas vraiment besoin d'autre chose que peut-être, je sais pas, de dire ou de pas dire d'ailleurs ce qu'elle fait. Mais le jour où vous voulez mettre en place une solution de masse, vous allez forcément avoir besoin d'avoir un retour sur investissement, entre guillemets. On ne peut pas imaginer qu'une compagnie aérienne ou même un acteur du secteur privé qui souhaite réduire l'impact climatique de ses employés dise « Ok, je mets 1 million d'euros sur la table, il faut qu'en retour, vous ayez quelque chose. » Et ce retour, c'est généralement un instrument qui fonctionne sur le marché. C'est un crédit, un certificat. Et ce certificat peut être vendu à d'autres. Et là, on tombe sur la question dont parlait Franck May. Alors, c'est peut-être plus une question pour un économiste. Quel est l'impact d'une mesure de marché, market-based measure, comme on dit en anglais? Le fait de pouvoir échanger, le fait que ça ait une valeur intrinsèque, le fait qu'il y ait donc un marché là-dessus, ça peut être positif. Mais il ne faut pas effectivement que ce soit détracteur d'une action directe. En fait, il faut arriver à trouver un équilibre entre les deux. Et quand tu dis que tu parles alors, pas directement au PDG, mais à des gens qui, eux, parlent au PDG ensuite, dans les compagnies aériennes, tu as lancé un appel auprès de nos viewers pour avoir davantage de contacts et d'échanges avec des pilotes. Est-ce que tu parles aussi avec des contrôleurs aériens ? Oui. J'ai commencé. Alors, je rappelle que ça fait seulement quelques mois que je suis dans ce poste, mais dès mon arrivée, j'ai commencé à prendre contact. Donc là, j'ai eu des échanges avec Maastricht, Upper Area Control, et aussi avec les Allemands et les Anglais. Effectivement, j'aimerais bien parler aussi à des Français. Donc Maastricht, on rappelle, c'est un grand centre de contrôle de Eurocontrol. Voilà. J'essaie en fait la façon dont la plupart de mes échanges fonctionnent actuellement. Je ne suis pas là pour vendre quelque chose, ni de près ni de loin. Je suis vraiment là pour comprendre. Donc, je commence généralement mes entretiens en demandant évitement des traînées de condensation, ça vous dit quoi? Quelle est votre réaction presque instinctive? Et je note des points. Alors, il y a des mots-clés qui reviennent, engorgement du ciel, surcoût carburant. Et en fait, j'essaie aussi à partir de... C'est presque des entretiens, j'allais dire, anthropologiques. C'est presque essayer d'arriver à comprendre quels sont les trends, quelles sont les tendances dans ce qu'on me dit. Et après, on creuse un peu plus en général. Et j'essaie de classifier ces hurdles, ces écueils en trois catégories. La partie qui relève d'un manque de communication. Parfois, les gens ne savent pas. Donc, en fait, il suffit juste de leur expliquer et déjà, l'écueil est dépassé. La deuxième qui correspond à la nécessité de plus de travail. Donc, par exemple, l'engorgement du ciel. On ne peut pas aujourd'hui dire « Ah non, c'est pas un problème. Il faut peut-être travailler plus là-dessus, avoir des données, avoir une quantification. » Et la troisième qui correspond à un écueil
insurmontable dans le sens où il est là. Donc, par exemple, ça coûte quelque chose. OK, on peut pas... Oui, ça coûte quelque chose. Il faut prendre en compte cet écueil-là. Et dans l'absolu, le rapport coût-bénéfice reste favorable. Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'essaie quand même d'avoir en tête les points où il n'y a pas de réponse. Il faut juste se dire, ouais, c'est un problème. Mais comme dans tout dans la vie, tout n'est pas... Enfin, il y a toujours parfois un problème et énormément de choses plus faisable, et donc on fait le rapport coût-bénéfice et on voit que le bénéfice est supérieur au coût, donc on fait. C'est ce qui fonctionne dans les médicaments, par exemple. Je reviens à cet exemple parce que pour moi, la santé publique est un bon indicateur de comment on doit travailler. J'essaie de m'inspirer aussi de ça. Donc d'ailleurs, s'il y a des gens qui s'y connaissent en santé publique, j'aimerais bien leur parler. Et en autorisation de mise sur le marché des médicaments. La question des quantifications et fabrication de normes politiques fondées sur les preuves est un sujet juridique d'une particulière complexité, c'est tout sauf acquis. Ça t'inspire quelque chose, Mathéo, peut-être? Bah oui, parce que c'est une question excellente ou même une réflexion excellente, je dirais. C'est compliqué parce que vous êtes aussi dans un monde de lobbyistes. Enfin, moi, j'habite Bruxelles où on est quand même, enfin, je veux dire, on est entouré de gens dont c'est le métier de vous prouver qu'il faut ou il ne faut pas faire quelque chose. Alors, quitte à parfois prendre un peu de liberté avec la vérité. Donc, moi qui ai tendance à écouter avec beaucoup de bienveillance et prendre des notes, il ne faut pas tomber non plus dans la naïveté. Donc, oui, j'aimerais vous dire, il faut agir, il faut mettre une loi en place. C'est la partie peut-être plus analytique de mon cerveau qui dit il faut faire les choses en bonne et due forme, il faut prendre son temps. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y aura toujours des gens qui ne voudront pas. Et je pense que c'est là où la décision passe au domaine politique. C'est-à-dire, une décision politique, c'est une décision qui tranche et que c'est un arbitrage. Je pense qu'on va dans cette direction. Et donc, c'est un mot aussi que j'ai employé l'autre jour à Farnborough, à cette conférence dont je vous parlais. J'étais devant un parterre à peu près 300 personnes de l'industrie et je leur ai dit, mais c'est dans votre intérêt collectif d'agir là-dessus, parce que le jour où les gens se rendront compte qu'il y a un gros problème avec les effets non CO2 et qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait, parce que c'est la vérité. Aujourd'hui, vous avez 0,5% de carburant d'aviation durable dans vos réservoirs. Donc, vous pouvez toujours dire qu'il y a quelque chose qui est fait. Pour les traînées de condensation, il n'y a rien qui est fait. Il n'y a pas d'évitement aujourd'hui, véritablement, des traînées de condensation. Le jour où les gens s'en rendront compte et que le décideur, du coup, décidera de faire quelque chose, le timing, le tempo ne sera plus celui qui rendra confortable l'industrie. Donc, je pense que on va dans la direction d'une législation, en tout cas dans l'Union européenne, et donc c'est dans l'intérêt collectif de l'industrie aéronautique de prendre les devants et peut-être de montrer qu'elle est déjà adaptée ou qu'elle fait déjà quelque chose. Autrement, ce sera peut-être un peu trop tard le jour où on décidera de mettre le coup près, et là, il faudra s'adapter de façon beaucoup plus intempestive. Alors, tu parlais de lobbying. Il y a quelques jours, ou une semaine ou deux, est sorti un communiqué de l'association IATA des compagnies aériennes, donc qui regroupe la plupart des compagnies aériennes mondiales. Et ce communiqué incitait à la prudence, justement, vis-à-vis des traînées de condensation et du travail qui peut être fait sur leur prévention. Est-ce que tu es au courant de ce communiqué, cette action? Qu'est-ce que ça t'inspire? Moi, honnêtement, en le lisant, j'étais un peu mal à l'aise. J'avais vraiment l'impression de gens qui freinaient des cas de fer. Alors, je comprends qu'il faut être prudent, mais bon, voilà, qu'est-ce que ça t'a inspiré? Je pense qu'on est devant une organisation politique qui fait un travail politique. C'est une position. Une position qui a vocation à être envoyée à des décideurs pour dire, voilà, les compagnies, dans leur représentation mondiale, disent ça ou ça. Mais pour rentrer dans le détail, moi, je pense que c'est pas très satisfaisant d'avoir des tempos qui sont aussi lents. Enfin, je crois qu'on parlait de la décennie 2040 avant qu'une action concrète soit faite. Ouais. Alors là, comment voulez-vous vous satisfaire de ça? C'est peut-être pas assez ambitieux. Je laisserai le soin à mes anciens collègues de Transport Environnement et d'autres ONG de juger peut-être plus politiquement si la nature de ce papier. Mais d'un point de vue scientifique, je pense que même les rats de laboratoire, comme on les surnomme affectueusement, même eux qui sont habitués au temps long, trouveraient ça assez pathétique de remettre sine-die toute action vraiment concrète sur ces traînées de condensation. Et il y a un autre acteur sur lequel j'aimerais avoir ton avis, un avis sur leur position, c'est Safran. Ils ont une position, alors honnêtement, je pense que, alors oui, c'est un acteur industriel du monde de l'aéronautique, c'est pas non plus un lobby, mais ils ont depuis déjà quelques années une position assez prudente sur les... Autant ils sont très... ils souhaitent vraiment aller de l'avant en matière de carburant d'aviation durable, autant ils sont très prudents sur les traînées de condensation. Est-ce que tu as eu l'occasion d'échanger avec des gens de Safran qui semblent vraiment assez versés sur le sujet? Oui, et c'est une entreprise que je respecte beaucoup et qui m'a d'ailleurs
beaucoup appris sur la nécessité d'être prudent, de faire les choses. Enfin, je pense que la qualité est toujours mise en avant et je pense que l'expertise de Safran sur tous ces sujets fait plus débat. Il y a un gros investissement en termes de montrer toute l'étendue de la recherche qui est faite. Donc, je dirais que c'est plutôt quelque chose de positif et sur lequel j'ai peut-être aussi changé d'avis par rapport à mon opinion antérieure. Maintenant, pour moi, je n'ai pas encore eu énormément d'échanges avec eux sur la partie évitement. Je sais que le travail qu'ils mènent est beaucoup sur leur cœur de métier, c'est-à-dire sur la combustion, sur les moteurs, donc les aromatiques dont on parlait. C'est eux qui m'ont beaucoup appris aussi sur cette question de pourquoi on a besoin d'un contenu minimal d'aromatique pour les joints, etc., etc. Pour l'évitement des traînées de condensation, je ne sais pas à quel point ils travaillent sur ce sujet-là. Je dirais qu'ils jouent leur rôle, c'est-à-dire que c'est un motoriste qui a une tradition d'excellence et qui souhaite continuer dans cette excellence. Donc peut-être que mon but, c'est d'arriver à écouter ce retour et en même temps, comme je disais, de quand même maintenir un rythme. On ne peut pas uniquement faire de la recherche et aller parler de la recherche qu'on fait. Il faut aussi mettre en place tout ça. Donc par exemple, très concrètement, quand on dit « Ok, qu'est-ce qu'on peut faire ?» moi, je dis donc faire des campagnes de mesure. Aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est pas le cas dans la plupart des compagnies aériennes. Donc, j'aimerais bien, par exemple, que toutes les compagnies aériennes disent on met en place une semaine ou un vol ou une certaine quantité de vols sur lesquels on fait de l'évitement des traînées de condensation pour tester ça. Ça, c'est quelque chose de très concret qui ne va pas contre la science, qui ne va pas du tout contre quoi que ce soit en termes de précaution. Qui va modifier l'exploitation des avions dans la compagnie. Non. Ce serait juste de l'observation. Et si ça le modifie pour avoir un retour d'expérience qui permet de mieux faire la fois suivante. Donc en fait, finalement, je pense qu'il faut démystifier un peu l'application. Parce qu'aujourd'hui, on dit beaucoup, c'est super la partie recherche, mais la partie application, on n'est pas capable. Moi, en fait, j'essaie de zoomer sur la partie application. Application, ça ne veut pas forcément dire tous les vols à partir de maintenant à minuit. Ça peut vouloir dire on fait les choses en palier. Donc arriver à faire un petit peu moins peur aux gens quand on parle d'application, ça revient un peu à la question de Yanis, même si là, ce n'est pas de la législation, c'est plus de la mise en pratique. Comment on met en pratique quelque chose dont on n'est pas encore sûr ? Encore une fois, peut-être le parallèle avec la santé publique. On fait des recherches, on fait des échantillons, on fait des tests. C'est un petit peu ce qu'il faut qu'on fasse sur ce sujet. Et le Fonds européen de l'innovation, comme je disais tout à l'heure, auquel on a postulé, nous permettra de faire ça sur 18 000 vols. Il faudrait qu'on fasse plus que ça. Donc, il faudrait qu'on ait probablement un apport d'argent philanthropique ou bien qu'on puisse réfléchir à des entreprises qui puissent parrainer ça. Donc, il y a toute une recherche aussi de fonds pour pouvoir augmenter le nombre de vols sur lesquels on peut faire ces mesures. J'aimerais peut-être conclure aussi sur cette question-là avec quelque chose d'un petit peu plus ferme. Je pense qu'il faut arrêter avec cette dynamique de self-congratulations, comme on dit en anglais, de s'auto-congratuler, de s'auto-célébrer sur le fait qu'on fait tout bien. Non, on ne fait pas tout bien. Si on prend un pas de recul, on est dans une certaine urgence climatique, comme je pense qu'on peut tous être d'accord. Et je pense que l'aviation n'est certainement pas le meilleur élève, alors avec des contraintes physiques qui sont importantes, donc on peut donner des effets atténuants. Mais là, sur les effets non CO2, je pense qu'il y a une patience à avoir. C'est ce que je pense que j'ai démontré depuis le début de l'émission, une patience qui repose sur le fait de comprendre la science, de comprendre les réticences de l'industrie sur ce paramètre de points qui sont légitimes. Mais à un moment donné, il faudra vraiment faire quelque chose dessus. Et je dirais qu'on est dans une sorte de purgatoire, entre guillemets, où ça se justifie d'avoir des contraintes, ça se justifie d'avoir des critiques. On est ouvert à ça parce qu'il faut s'améliorer. Mais le jour où la solution sera vraiment bonne, alors on rentrera dans une phase où soit vous voulez aider, soit ça veut dire que vous ne voulez rien faire. En fait. Et cette solution, on en est à combien de temps ? Je dirais qu'on est à quelques années, mais certainement pas quelques décennies. Quelques années d'avoir suffisamment de retour d'expérience pour avoir un système qui fonctionne vraiment bien et là pouvoir petit à petit réfléchir beaucoup plus sur la partie économique. Je pense que là, c'est vraiment la partie scientifique, partie techno-scientifique. Dans quelques années, on pourra bouger sur la partie beaucoup plus économique. Donc, comment on finance ça, comment on inclut ça dans les mécanismes qu'on a. Et d'ailleurs, peut-être que dans quelques années, en fait, on aura une solution qui sera tellement bonne que les compagnies n'auront même pas vraiment à craindre l'inclusion de ces effets non CO2 dans les systèmes économiques parce que les effets non CO2 auraient été résolus. Donc oui, bien sûr, vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, le CO2, avec une quantité d'incorporation de carburant durable très limitée, c'est un gros coût.
les quotas carbone. Mais si vous avez une façon de réduire les effets non CO2 de façon significative, alors vous n'avez pas tellement à craindre que ces effets soient tarifés. C'est un peu la logique que j'essaie aussi d'avancer. Est-ce qu'on a encore le temps d'attendre ? C'est une question à poser aux climatologues. Et je pense que c'est dans la conscience de chacun. Si j'écoute mes anciens collègues et la mouvance plus activiste, on n'a évidemment pas le temps d'attendre. Et on est dans une urgence. Moi, finalement, et c'est peut-être encore plus le cœur de mon travail, c'est d'être un peu la courroie de transmission entre cette société civile qui veut agir d'urgence, mais qui ne connaît pas bien le monde de l'aviation. Et donc, qui arrive parfois avec des naïvetés, ou parfois avec un peu le pied tendu, le tacle tendu, donc ce qui n'est pas forcément très fair-play dans le monde du sport. Et en même temps, cette industrie qui a qui est vénérable, qui a des connaissances, qui maîtrise le sujet technique, mais qui n'a pas forcément conscience de l'urgence. Faire dialoguer les deux, c'est très difficile. Et pourtant, c'est nécessaire. Est-ce que l'industrie peut pas se dire aussi, attends, les traînées de condensation, c'est pas la peine de s'en occuper maintenant, parce que le jour où on volera à l'hydrogène, il n'y en aura plus. Quand est-ce qu'on volera à l'hydrogène ? Voilà. Et l'info sur Singapore Airlines qui vient de tomber, tragique nouvelle, m'amène, cela dit, à faire un parallèle dont on aurait pu parler tout à l'heure, avec les turbulences. En tant que passager, bon là c'est particulièrement tragique de parler de ça alors qu'une personne est décédée, mais quand vous êtes passager dans un vol qui subit des turbulences, vous doutez bien que le pilote essaie de faire quelque chose en pré-tactique, c'est-à-dire avant le vol, en tactique pendant le vol. C'est finalement exactement la même chose avec les traînées de condensation. On pourrait d'ailleurs, j'ai peut-être une analogie qui est de parler des traînées de condensation comme de turbulences climatiques. C'est une turbulence climatique. Et on essaie donc de l'éviter comme on évite les turbulences. Et donc la prochaine phase de test, c'est quand ? Si on a ce financement, c'est à partir de septembre. Et là, ça devient c'est du lourd, entre guillemets. D'accord, donc c'est à relativement courte échéance. Oui. Et en attendant, à partir dans quelques semaines, cet outil qui sera mis en disposition des compagnies aériennes pour quantifier leur impact non CO2. On travaille pour juillet sur un site internet qui permettra aux gens en individuel de voir quel est l'impact des traînées sur leur vol, le vol qu'ils ont pris hier, la semaine dernière, la semaine d'avant. Donc finalement une version simplifiée de ce site-là, parce que vous vous rendez compte qu'il est lourd et compliqué pour expliquer aux gens. Donc il y a tout un travail de communication, de simplification, et à partir de septembre, on rentre dans le dur avec ces phases de test. Et donc pour bien comprendre, l'idée c'est que si je suis passager d'un vol, après le vol, un certain temps après le vol, je pourrais voir l'impact non CO2, donc la traînée de condensation. Alors, on parle bien d'observation. On parle de prévision, non. En mettant ton numéro de vol ou ton origine-destination, tu pourras voir la traînée de condensation telle que prévue par le système. Je sais que Google travaille plutôt sur le fait de t'informer sur la possibilité qu'une traînée soit émise sur un vol futur. Donc au moment où tu réserves ton vol, ça a l'air très compliqué, mais pourtant très intéressant. L'intégration de ces données satellites, ça c'est quelque chose que je note aussi dans ma to-do list, parce que c'est effectivement encore plus intéressant. Un grand merci Mathéo pour ta venue. Merci beaucoup les viewers. Merci Martin pour l'AREA. Merci Gilles pour la bonne compagnie. Salut à tous. Ciao.